Donc, bonsoir à tous, bienvenue à la conférence du 222. Donc, je suis co-directrice du Master 222 avec Elie Jouini. Donc, au nom de la direction du Master, je souhaitais vous souhaiter la bienvenue, remercier les participants, remercier surtout chacun des invités qui a accepté de participer à cette table ronde, et notamment M. Davan, qui est un enseignant de macroéconomie du Master depuis plusieurs années. Donc je le remercie très chaleureusement d'avoir accepté d'intervenir sur ce sujet dont il est spécialiste, en tout cas la macroéconomie et les retraites. Voilà, et c'est l'occasion pour moi surtout de remercier nos étudiants qui ont fièrement organisé cette conférence depuis plusieurs semaines. Donc je vais les nommer spécifiquement. Donc j'ai Zilem à mes côtés qui va introduire la conférence, Tanguy ici présent, Chloé qui va présenter aussi, qui va animer ce débat, et enfin Jeanne, Basile au fond, et Nabil, que je ne vois pas. Voilà. Je tenais aussi à remercier l'assistante du master qui est aussi chargée de mission à la House of Finance, Ségolène Berg, qui est au fond et qui a grandement aidé nos étudiants à organiser cette conférence. Donc encore une fois, merci à tous les participants d'être là aujourd'hui pour cette belle conférence. Merci à tous et bienvenue. Bonsoir à tous et bienvenue à la conférence annuelle du Master 222, co-dirigée par Marioun Laguna et Elias Jouini. Donc aujourd'hui, nous allons aborder des sujets cruciaux tels que les retraites, l'inflation et l'épargne. Donc pour commencer, une première table ronde permettra à nos intervenants de nous apporter des éclaircissements sur le contexte macroéconomique et les besoins de l'épargne retraite en France dans ce contexte inflationniste. Donc nous avons le plaisir d'accueillir pour cette première table ronde Olivier Rousseau, membre du directoire du Fonds de réserve des retraites FRR, Benoît Tassou, directeur du pôle Réseau Partenaires France, épargne salariale et retraite chez Amundi, ainsi qu'Olivier Daven, associé fondateur de Risk Premium Invest et auteur du rapport d'analyse économique du rapport retraite et épargne du Conseil d'analyse économique. Donc par la suite, la deuxième table ronde se concentrera sur les solutions que l'asset management peut apporter. Donc nous sommes ravis d'accueillir Ivana Davo, directrice de la gestion de fortune et iShares chez BlackRock, Charlotte Tamer, membre du comité de direction de YouMoney, ainsi que Laurent Clavel, directeur des investissements multi-assets chez AXA IM. Donc nous remercions tous nos intervenants pour leur présence et leur expertise aujourd'hui. Et sans plus tarder, je vous souhaite une excellente conférence et je laisse la parole à nos intervenants. Bonsoir à tous. Donc, nous allons commencer cette conférence par la première table ronde qui abordera les besoins et problématiques de l'épargne retraite. Donc, pour commencer, je vais demander à nos intervenants de se présenter, une petite présentation en 1 minute top chrono. Donc, celui qui souhaite commencer, je vous en prie. Donc, je suis Benoît Tassou, donc je suis membre de la direction générale d'Amundi et du COMEX. Donc Amundi, le leader européen, loin derrière nos amis de BlackRock, leader mondial, mais on a notre champion européen en France, avec 2 000 milliards d'actifs sous gestion. Donc grâce à la consolidation du marché européen, a pu effectivement atteindre la taille critique mondiale. C'est à peu près 100 millions de clients dans le monde, sur l'ensemble des clientèles particuliers, institutionnelles, mais aussi entités gouvernementales, et des plateformes de gestion réparties sur 35 pays du monde. Une gamme d'expertise complète sur toutes les classes d'actifs, actifs, passifs, mais aussi actifs réels, mais également des solutions technologiques. Et donc effectivement, je suis plus particulièrement en charge du marché retail, des marchés français. Donc mes clients sont des banques du groupe Agricole par exemple, LCL, les caisses régionales, ou du groupe Société Générale, puisqu'on est aussi leur asset manager. Donc on conçoit avec eux, on gère leur gamme, tous les produits d'investissement qui sont commercialisés à travers leur réseau, de la clientèle grand public jusqu'à la gestion de fortune, en passant par leur banque privée et la clientèle patrimoniale. Et cela, quels que soient les modes de gestion choisis par le client, qui soient plus ou moins délégataires, donc gestion sous mandat, gestion conseillée ou en gestion libre. Et puis j'ai également en charge le marché de l'épargne salariale et retraite. L'épargne salariale et le côté la retraite. Et puis les lignes métiers de solutions structurées. Donc ce sont les fonds à formule qu'on peut, ou MTN que vous pouvez acheter via vos contrats d'assurance vie par exemple.
Donc Olivier Davanne, alors pour faire simple, disons que je suis à l'heure actuelle consultant, donc j'enseigne à Dauphine, alors je peux même préciser que c'est depuis plus de 20 ans, voilà, donc ça fait quelques années. Bon, j'ai une longue carrière partagée entre le secteur public et la finance privée. Une particularité, c'est que j'ai toujours oscillé entre des fonctions plus opérationnelles, notamment été gestionnaire de fonds concrètement, et puis des activités plus de recherche et d'études. Et dans ce cadre-là, j'ai commis, alors il y a déjà un certain temps, mais plusieurs rapports au Conseil d'analyse économique sur 2 sujets qui sont éternels, toujours d'actualité. Donc un rapport sur les retraites et puis un autre sur les crises financières. Et évidemment, il y a une intégration assez étroite entre les problématiques d'instabilité financière et les problématiques de retraite, comme on le verra probablement au cours de cette table ronde. Olivier Rousseau, je suis membre du directoire du Fonds de réserve pour les retraites. Le FRR a été créé au tournant du siècle avec comme idée qu'il fallait accumuler des réserves abandonnées par l'État sur ses ressources fiscales et de parafiscalité, et puis éventuellement quelques autres petits ajouts du type des recettes de privatisation. En tout cas, il fallait que l'État abandonne quelques recettes chaque année pour les confier au Fonds de réserve pour les retraites, lequel les gérerait avec évidemment l'idée de les faire fructifier. Et avec ça, à l'horizon 2020, on serait arrivé à un encours qui aurait pu atteindre 150 milliards d'euros, c'était le plan. Et cette somme aurait été fort utile pour adoucir la bosse pour le système de retraite par répartition qui était inscrite dans la démographie, puisque quand les baby-boomers allaient commencer à partir à la retraite, eh ben, l'équilibre du système par répartition allait être un petit peu affecté, voire sérieusement affecté. Ça, c'était le concept initial. L'histoire n'a pas tout à fait été jouée sur le thème envisagé. Avec la crise de 2008, on a une réduction de l'emploi, donc une réduction des cotisations sociales, donc un déséquilibre des comptes de retraite bien plus précoce, bien plus rapide que prévu. Et à l'époque, la leçon qu'en a tiré le gouvernement, ça a été une réforme des retraites qui a modifié des paramètres, mais aussi pour mettre un petit peu d'huile dans les rouages, pensait-on, qui a arrêté d'alimenter le FRR et qui, au contraire, lui a demandé de débourser sur 14 ans les sommes qu'il avait recueillies. Donc, on a arrêté l'alimentation 10 ans plus tôt que prévu et ouvert le robinet de vidange 10 ans plus tôt que prévu. C'est la vie, c'est le FRR. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Donc, pour commencer cette première table ronde, j'aimerais demander à Monsieur Davanne, pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne le système de retraite français et quels sont les défis auxquels les épargnants sont confrontés aujourd'hui? Alors, c'est un vaste sujet et je ne vais pas le traiter dans son intégralité. Donc, faire quelques remarques un peu introductives sur effectivement la place de l'épargne et donc des professionnels et de l'asset management dans le système de retraite français. Alors, en principe, cette place devrait être relativement limitée vu que tout le monde insiste en permanence sur le sujet. On est dans un système de retraite par répartition. Et donc, en principe, les retraites sont financées par les cotisations des actifs. Et c'est vrai, c'est pas en principe, l'élément central de notre système de retraite, c'est pas la répartition. Alors, j'ai préparé quelques petits, deux petits graphiques là, pour illustrer les choses. Alors, je vais peut-être continuer sans, en dépit de mes vérifications préalables sur le fait que ça allait fonctionner. Je crois que le câble nous... Donc un premier petit graphique voilà, qui indique la part des dépenses de retraite dans le PIB, français. Et donc on voit que c'est un montant qui est considérable, mais j'y reviendrai à peu près stabilisé. Ça fait autour de 14% du PIB et c'est évidemment un des postes principaux de la dépense publique en France. Donc il y a des transferts absolument massifs qui sont réalisés évidemment par le système de retraite par répartition. Bon, en même temps, l'épargne est évidemment un rôle important et ce rôle est appelé à croître. Voilà. Le graphique du bas est
près lisible. Voilà, c'est parfait. Donc c'est la part des dépenses de pension dans le PIB, avec, j'y reviendrai, les projections pour le futur. En même temps, c'est beaucoup et pas beaucoup, 14%, compte tenu de la structure démographique, et donc 14% du PIB de pension de retraite. Et donc il y a de la place pour l'épargne, il y en a toujours eu. Alors, pour deux raisons fondamentales. La première, c'est qu'il y a toujours eu, de toute façon, pour des revenus élevés, des cadres supérieurs, des taux de remplacement qui étaient plus faibles pour le reste de la population. Et donc il y a toujours une place importante, historiquement, pour de l'épargne, pour des gens qui avaient un système de retraite qui leur donnait des taux de remplacement qui étaient un peu insuffisants. Et puis le deuxième élément qui est très très important, surtout dans le contexte d'aujourd'hui presque, c'est que les réformes des régimes de retraite, c'est rien de nouveau. Bon, elles se passent plus ou moins facilement, mais ça fait 30 ans qu'on en fait. Et ça fait 30 ans qu'on fait des réformes qui ont en fait une très très grande importance, et on a massivement, progressivement réduit la générosité du système de retraite. Et donc on continue, et donc il y a des besoins qui maintenant s'étendent un peu plus dans la population de compléter la retraite par de l'épargne. Alors une façon de montrer l'ampleur des réformes, on va rebaisser le graphique d'un cran, c'est de rappeler évidemment, dès qu'on parle de retraite, les enjeux démographiques considérables qui sont derrière. Et donc là, vous avez l'évolution dans le passé et prévue à l'avenir des ratios entre des gens d'âge actif. Alors on ne sait pas si âge actif, jusqu'où ça va maintenant, mais les gens d'âge actif par rapport aux seniors. Et on voit évidemment, c'est bien connu, le fait qu'en gros, avant le début du départ à la retraite du baby-boom, à la fin des années 90, début des années 2000, et puis le moment où tout ça sera à peu près stabilisé vers 2040-2050, eh bien en gros, on va dégrader d'à peu près à la moitié les ratios entre le nombre de personnes, alors ça dépend quelle référence on prend, 20-59, 60 plus, hein, ou 20-64, 65 plus, mais on dégrade de moitié. Une bonne partie du chemin a déjà été fait, quand on voit, hein, sur la dégradation des ratios, c'est pas fini. Il y a encore à venir des problèmes d'équilibre démographique, mais plus de la moitié, les 2/3 du chemin ont été faits entre le début des années 2000 et maintenant. Et ce qu'on voit, on remonte un petit peu le graphique, ce qu'on voit, c'est que la part des retraites versées par tous les régimes de retraite dans le PIB, elle a certes augmenté, hein, mais elle n'a absolument pas explosé comme elle aurait dû, compte tenu de la dégradation des ratios qu'on a indiqués. On est passé d'à peu près 12% du PIB au début des années 2000 à autour maintenant de 14% du PIB. Donc, quelque part, 20% de plus, alors que l'évolution démographique était massivement plus importante. Et ça, c'est le dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites. C'est donc avant la réforme votée, entre guillemets, aujourd'hui. En fait, les réformes déjà réalisées devaient à peu près permettre de stabiliser déjà ce ratio autour de 14%. Alors, pas tout à fait. Alors, il y a des scénarios assez variables liés aux hypothèses suivant l'évolution des salaires et de la productivité. Parce qu'évidemment, quand les salaires et l'activité croît rapidement, le PIB croît rapidement. Or, il se trouve que comme les retraites sont indexées sur les prix, eh bien, il y a un décalage qui se crée. Et donc, le système est extrêmement sensible à l'évolution de la productivité et des salaires dans les décennies qui viennent. Mais dans le scénario un peu central, là, de gain de productivité autour de 1% par an, on reste à peu près sur le même poids des pensions dans le PIB, avec une dégradation au début, ce qui explique la cible 2030 du gouvernement, avec une dégradation dans à peu près tous les scénarios. On se dégrade quand même entre un demi-point et un point de PIB entre maintenant et 2030. Donc tout ça s'est traduit, alors il n'y a pas de miracle, hein, si avec une telle évolution de la démographie, on a des prévisions où finalement la part des pensions dans le PIB ne change pas beaucoup, c'est que derrière, il y a eu des réformes absolument massives qui ont été réalisées, à la fois en termes d'indexation des pensions, et puis en termes de durcissement des règles. Et le point essentiel, ça a été l'augmentation progressive des durées de cotisation. Ceci joint avec le fait que les jeunes générations de plus en plus font des études, hein, eh bien, les deux ont un effet absolument considérable sur les dépenses de retraite futures. S'il faut travailler 43 ans après avoir fini ses études à 23-24 ans, on voit qu'âge mécaniquement, avant même d'augmenter l'âge de la retraite, on va avoir une pension d'une certaine taille. Voilà, donc avant même cette réforme, on a massivement durci le système et on a créé une situation
très clair et assez compliqué pour les prévisionnistes sur les retraites, où finalement chacun était déjà confronté à une espèce d'arbitrage sur la durée de son activité professionnelle. C'est toujours possible d'avoir une retraite extrêmement élevée comme les générations précédentes, mais évidemment à condition de travailler beaucoup plus longtemps que les générations précédentes. Et ça, c'était avant même la réforme du régime de retraite, liée à l'aspect mécanique des bonus, des malus, de la durée de cotisation. Et donc, avant même de la réforme, il y avait de toute façon une place croissante pour de l'épargne, de gens qui faisaient un arbitrage, qui est de dire, finalement, je vais m'arrêter un peu plus tôt, je sais que ma pension, elle sera plus faible que les générations précédentes, mais j'ai le moyen, en complétant, en faisant un effort d'épargne. Donc voilà. Donc le système est en répartition. Pour quelqu'un qui veut travailler très tard, il est toujours 100% en répartition. Il y a une incitation de plus en plus forte à introduire de l'épargne pour essayer de partir un peu plus tôt en disant, je ne sais pas quel sera mon état de santé. Bon. Alors un petit mot sur la réforme, sans me lancer dans des grandes discussions extrêmement glissantes sur le sujet. Ce qui est assez intéressant avec cette réforme, et ce n'est pas tellement discuté dans les médias, c'est que, quelque part, on change de logique par rapport à ce qu'on faisait. Alors, il y a déjà eu le passage de 60 ans à 62 ans, mais c'était sur des âges pas très avancés. On change de logique parce que, comme je vous le disais, on était dans une logique un peu d'arbitrage laissé aux individus entre le montant de la pension et puis, voilà, la durée du travail. Bon. Et donc, il y avait des décotes. Donc, quelqu'un qui voulait s'arrêter tôt, il pouvait, mais il avait une décote et donc, il pouvait épargner... Et on change de logique, assez bizarrement, c'est un choix qui n'a pas forcément été complètement justifié, en disant, bah non, maintenant il y a un coup près, on augmente l'âge légal, et donc si vous voulez partir avant, ben non, même en acceptant une décote, il n'y aura pas de décote, cet âge coup près, vous partirez à cet âge-là. Et donc quelque part, c'est assez paradoxal, parce que c'est le renforcement quelque part de la répartition. C'est-à-dire, c'est de dire, ben non, vous n'avez finalement pas tellement de droit d'épargner pour partir avant. Maintenant, c'est 64 ans pour tout le monde. Pour te dire, je trouve que c'est un choix un peu étrange par rapport aux logiques de liberté de choix. Bon, c'est le choix qui a été fait. Alors maintenant, pour revenir sur notre thème, question, est-ce que c'est bon pour l'épargne, la capitalisation, la gestion d'actifs ou non? Ça l'est quand même. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des tas de gens qui vont se dire, OK, j'aurai ma retraite à 64 ans, et d'ailleurs, qui sera plus importante éventuellement, le gouvernement insiste beaucoup là-dessus, plus d'années de cotisation, donc il y a des cas où ils partiront plus tard, mais avec plus d'argent qu'avant. Bah, si on veut partir avant, il y a toujours la possibilité d'épargner et puis de partir à 62 ans en utilisant l'argent qu'on a mis de côté. C'est-à-dire l'argent qu'on a mis de côté, il n'est plus là pour compléter la retraite, il est là pour passer le cap entre 62 et 64 ans. Et vu les inquiétudes sur la capacité à rester longtemps en activité, je pense que c'est un effet qui va être assez massif. Bon. Donc pour résumer, il y a toujours eu une part d'épargne, cette part elle est croissante, et la réforme va encore assez considérablement probablement l'augmenter. Donc les professionnels de la gestion d'actifs on va être intéressés de voir ce qu'ils peuvent dire sur les produits qu'ils créent. Alors il y a évidemment un autre sujet, un peu de cadrage, mais j'ai déjà parlé trop longtemps, on y reviendra. C'est un peu ce débat répartition-capitalisation. C'est-à-dire, est-ce que ce choix qui a été fait, quels sont ses enjeux? Est-ce que c'est un choix qui, finalement, pour les générations futures, sera jugé très satisfaisant, finalement, parce que le rendement de l'épargne est élevé, donc il y aura un avantage? Ou est-ce que non, le couple risque-rendement? Enfin bon, c'est un grand sujet intéressant d'un point de vue académique où plusieurs personnes ont des avis. Je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Exactement, mais c'est le sujet de la deuxième question. Donc, je vais demander à Monsieur Rousseau, vous qui connaissez le système de retraite suédois, qui fonctionne donc par capitalisation, pouvez-vous en fait nous faire un parallèle avec notre système français? Oui, avant de donner un éclairage sur la Suède, dans le sillage de ce que disait Olivier Davan, en Italie, je crois, c'est 14% aussi le poids de la dépense de retraite dans le PIB. Le système italien est moins généreux, on part plus tard, mais les Italiens ont une démographie qui s'est affaiblie dramatiquement bien avant la nôtre, et donc, voilà, la faiblesse démographique se traduit par de mauvaises pensions et un poids très élevé dans le PIB. Je crois que le ratio dans l'OCDE, c'est autour de 8-9%. Alors ça mélange des pays qui ont des systèmes complètement différents. En Europe, au sein de l'Union européenne, je crois qu'on est plus proche de 9 à 10%. Tout ça, ça montre quand même que la France est un peu dans un bord de la distribution. La flexibilité, effectivement, elle existe dans pas mal de pays. Elle existe en Suède en particulier. Les Suédois
partent beaucoup plus tard. Il y a plein de pays où les gens partent beaucoup plus tard. Mais en Suède, aujourd'hui, on peut partir à partir de 62 ans. C'était 61 ans. Et l'âge limite, entre guillemets, c'était 67 ans parce que c'était l'âge auquel votre employeur pouvait vous mettre dehors en vous disant il est grand temps de gagner le repos bien mérité. S'il ne voulait pas vous mettre dehors et qu'il voulait vous garder, vous pouviez continuer, c'était très bien. Et ça a été donc déplacé, translaté d'un an. Maintenant, c'est 62 et 68. Mais les gens qui partent à 62, évidemment, ils ont une mauvaise retraite. Donc le système, il incite les gens à partir beaucoup plus tard. Je dirais aussi, avant de détailler un tout petit peu le système suédois, que finalement la réforme qui était devant l'Assemblée nationale et qui a été votée en première lecture en 2020, elle était flexible. Mais bon, elle n'est pas passée. Disons que la réforme a attrapé le Covid long, un Covid dont elle ne s'est pas remis, et on se retrouve avec l'exécution d'une promesse de campagne qui correspond au constat que, indépendamment de la mise en place du système idéal, flexible, et simplifié, il y a un problème paramétrique et donc il faut s'y atteler, c'est ce qui a été fait. Alors, un peu plus de détails sur le système suédois, mais c'est le cas de plein d'autres pays. En fait, la Suède, ce n'est pas un système par capitalisation pur, très loin de là. C'est un système dans lequel votre employé, votre salarié, votre actif typique aura, au bout du compte, à peu près 60% de sa retraite dans le système par répartition, et 40% par capi. Il y a un système public obligatoire qui comporte une affectation d'environ, je ne sais jamais si c'est 84%, je crois que c'est ça, 84% des cotisations à un dispositif de répartition et 16% à un dispositif de capitalisation. Et puis en plus, il y a les accords professionnels, les deuxièmes piliers, dans lesquels les partenaires sociaux se mettre d'accord pour que des cotisations, selon une clé de répartition entre l'employeur et l'employé, soient affectées à des fonds de pension par capitalisation. Le système suédois par répartition, il a de grandes vertus par rapport à notre système compliqué, et c'était un peu une ambition de la réforme de 2020 que d'adopter ce genre de simplicité. Déjà, il n'y a qu'un régime. Bon, quand on fait sa demande de retraite et qu'on a fait plusieurs métiers dans la vie, c'est plus simple. Et c'est un système à points. Plus précisément même, c'est un système dit de compte notionnel. Ça veut dire quelque chose qui ne doit pas vous effrayer. Un système de compte notionnel, c'est un système à points, mais dans lequel la valeur du point est évolutive, elle est déterminée en fonction de certains paramètres qui sont justement destinés à assurer un rééquilibrage automatique du système, rééquilibrage du système qui n'est pas actionné dès qu'une année donnée se déclenche un déséquilibre, mais qu'il est assez rapidement, avec en plus un élément heureux pour les Suédois, c'est qu'ils ont des réserves qui soutiennent le dispositif par capitalisation. Ils ont des réserves. Le FRR, je ne vous ai pas dit le montant parce que je ne voulais pas être trop pessimiste d'emblée, on a 22 milliards aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est même pas 1% du PIB français. Les Suédois, ils ont 4 fonds qui ont un peu plus de 40 milliards d'euros. Ça fait un bon 30% de leur PIB. Alors, je ne parle pas des Norvégiens qui, sans rien faire le matin, le midi et le soir, ont un peu plus de 200% du PIB en réserve pour lesquels ils n'ont pas cotisé. Hein, c'est le pétrole et le gaz qui ont cotisé. Je ne vous parle pas des Néerlandais qui ont démarré leur système de retraite par capitalisation. Non, pas exactement par capitalisation, mais en tout cas financé. C'était largement une répartition provisionnée, mais on est dans les subtilités là. Mais en tout cas, ils ont financé leur fonds de pension au milieu des années 80 ou au début des années 80. Résultat, eux aussi, ils ont 200% du PIB qui est amassé dans les fonds de pension. Donc, les Suédois, ils ont cette chance que leur système de répartition est sous-tendu par des réserves qui sont les héritières
d'une décision de politique de long terme. Il y a des gens qui savent en prendre des décisions de politique de long terme. Disons que la France n'a pas brillé pendant un moment là-dessus, même s'il y a plein de choses bien qu'on a faites. En 1960, le gouvernement suédois a constaté une chose bouleversante, c'était que la démographie s'affaiblissait. Tout le monde à peu près pouvait le faire. Eux, ça a démarré un peu plus tôt que chez nous, puisque nous, c'est 64, le pic du taux de fécondité. Bon, eux, ça a démarré un peu plus tôt. Et donc, ils constatent que la démographie s'affaiblit, et ils disent, bon, ben, pour soutenir notre système de retraite, il faut faire des réserves. Et ils ont pris une cotisation de 3% sur les salaires, et donc ils ont constitué comme ça une pelote qui est confortable. Voilà. Donc, il y a plein de systèmes. Je pense d'ailleurs qu'un bon mix, il faut avoir un peu de capi, il faut avoir un peu de répartition. Parce que finalement, un système de répartition, c'est quoi? C'est évidemment s'exposer aux déformations de la pyramide des âges dans le pays. C'est aussi s'exposer à l'évolution de la masse salariale. Et si l'économie du pays ne se porte pas bien et que la masse salariale ne progresse pas très bien, ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose à distribuer, sauf à jouer d'expédient par l'endettement, mais ça n'a qu'un temps. Un système de capitalisation, ce n'est pas miraculeux non plus. Un système de capitalisation, c'est, mine de rien, se soumettre à l'évolution de la valorisation des actifs. Alors, si vous faites un système qui est très largement investi internationalement, vous allez vous lier à l'évolution de la performance des actifs internationaux. Quand on a la chance de démarrer des fonds de pension dans les années 80 et que les taux d'intérêt sont à des niveaux très élevés et que les valorisations boursières sont modestes, et qu'ensuite on a une fabuleuse période de 30 ou 40 ans de baisse des taux d'intérêt et de bonnes performances boursières, eh bien évidemment, a posteriori, on se dit que la capitalisation, c'est mieux que la répartition. Mais on peut très bien entrer dans un scénario dans lequel ce n'est pas la même chose. Et si on a une capitalisation qui investit très largement sur le marché domestique, eh bien, on se rapproche un peu plus du système par répartition, où quelque part, la santé économique du pays, qui se traduirait dans l'évolution de la masse salariale, mais qui se traduira aussi dans l'évolution des performances boursières domestiques, c'est un peu la même chose. Très bien, merci beaucoup. Donc on va essayer d'aller un petit peu plus vite parce qu'on a quand même 6 questions à traiter. Et donc on va passer à la 3e question. Donc là, je vais m'adresser à Monsieur Tassou. Donc face au manque de culture financière des épargnants, comment faut-il gérer la gestion des produits? C'est vrai qu'on part de loin. Donc c'est un vrai sujet. Déjà, bon, le niveau de conseil en France, le niveau d'instruction financière extrêmement est assez faible. Il y a aussi en France, il y a un prisme, je pense, immobilier. C'est-à-dire que par rapport aux autres pays européens, sur le patrimoine, l'ensemble du patrimoine des ménages français, je crois que c'est 15 000 milliards, 60% c'est l'immobilier. C'est aussi une façon de préparer sa retraite. Et les actifs financiers représentent que 21%. Mais le problème, c'est qu'il est inégalement réparti, puisque 50% de la population la plus aisée possède 92% de ce patrimoine de 15 000 milliards. Donc c'est vrai qu'il faut trouver un équilibre entre la répartition et la capitalisation. Bon, les tendances ont été annoncées, à la fois la pression limite des finances publiques alliée à la pression démographique fait qu'effectivement l'épargne individuelle est vouée à se développer énormément dans le financement des retraites. Il y a deux leviers quand même. Il y a l'épargne collective, donc tous les dispositifs d'épargne salariale et retraite faits par les entreprises, donc là qui concernent les salariés, et puis également créer les conditions de l'épargne individuelle. Donc aujourd'hui, effectivement, les Français voient les taux de replacement baisser pour les actifs. Je crois que pour les cadres, on est autour de 55-60%, ça baisse de 5 points. Au moment du passage à la retraite, 80% des Français ne comprennent pas comment calculer leur retraite. Il faut dire que c'est pas évident, c'est même bien complexe. Il y a beaucoup de régimes. Puis il y a un cloisonnement entre les régimes de répartition. Donc il y a un problématique de service. Donc en même temps, vu les besoins, la concurrence, l'ouverture du marché qu'a créé aussi la loi Pacte, aujourd'hui on est en train de créer progressivement les conditions pour
ouvrir la chaîne de valeur et créer des outils. Il y a des fintechs, il y a des assureurs, il y a des asset managers. Enfin, tout le monde s'est mis en mouvement pour effectivement créer des simulateurs du service. J'ajouterais, il y avait une dimension presque sociétale. Il y a tout le sujet en sous-jacent de l'accompagnement à la dépendance. Si en 2030 on a 20 millions de... Je vais dire si nous sommes, je pense que j'aurai peut-être 60 ans, je sais pas. En 2030, 20 millions de personnes plus de 60 ans, comment l'accès au domicile, il y a des emplois à créer, enfin, c'est toute une problématique. Et donc effectivement, s'il y a le sujet d'instruction financière et d'éducation financière est important. Alors, on voit que les Français, d'après les études qu'on mène, les réformes, les différentes crises sanitaires ou autres, créent de l'inquiétude. La problématique, c'est la forte aversion au risque des Français. Or, on est dans la retraite, on est sur un environnement de taux long. Donc, pour créer de la valeur, comme l'a dit Olivier Rousseau, pendant 10 ans, c'était facile. Ce qui faisait l'alpha, c'était les obligations, puisque les taux baissaient. On a une période très compliquée avec des environnements de taux négatifs. Voilà, pour créer de la valeur, c'était très, très compliqué. Et puis là, effectivement, une hausse brutale des taux, beaucoup de volatilité. Et on voit de plus en plus, effectivement, comment protéger les bénéficiaires de l'inflation, comment les protéger. Donc aujourd'hui, le champ des possibles s'ouvre, notamment on peut avoir accès, pour rebondir sur ce que disait Olivier Rousseau, pour éviter trop d'exposition sur les marchés mondiaux. Il y a des solutions sur les actifs réels, comment aussi investir dans des solutions qui financent les transitions ou l'inclusion, qui permettent aussi de donner sens aux solutions d'épargne. C'est ce que recherchent aussi les Français aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Donc la question suivante s'adresse donc à M. Rousseau et à M. Tassou. Et nous aimerions savoir en fait quel est le rôle du FFR versus le rôle d'une institution privée comme Amundi, afin que nos invités puissent bien comprendre la différence. En fait, nous, déjà, les asset managers ils ont une approche. On intervient auprès de l'ensemble des acteurs. Donc, on a que ce soit les organismes de retraite publics, comme le FRR, qui donne mandat effectivement à des asset managers pour gérer leurs 22 milliards, par exemple. Également pour les acteurs privés, Agir, Carco, leurs affiliés, comme AG2R, Malakoff Humanis, etc. Et bien sûr, tous les organismes de retraite indépendants, travailleurs indépendants, avocats, les notaires, etc. Donc globalement, l'industrie de l'asset management est vraiment sur toute la chaîne de valeur. Elle doit fournir des solutions en fonction des mandats qui sont donnés par ses partenaires. Et l'intérêt, effectivement, pour nous, c'est de trouver qu'il y ait un équilibre, vraiment que l'organisme soit financé, qu'il y ait un climat de confiance qui puisse être un terrain, créer les conditions à la fois pour les entreprises, tout l'ensemble des acteurs, pour créer une confiance et pouvoir s'investir sur le long terme. Donc ça passe effectivement par des dispositifs fiscaux pour solliciter individuels. Également, on voit aussi que sur les entreprises, post-crise Covid, il y a le sujet de l'emploi, du maintien dans l'emploi et d'attractivité des entreprises. Elles investissent beaucoup tout ce qui est développement du capital humain. Et on voit quand même les dispositifs d'épargne salariale et retraite se développer, le taux d'équipement augmente. Au départ, c'était quelque chose de réservé plutôt aux grandes entreprises et aux ETI. On voit que ça commence à se développer sur les PME. Et puis on sait qu'il y a aussi un texte qui est en contre-préparation pour étendre, par exemple, l'épargne salariale aux entreprises en dessous de 50 salariés, par exemple. Les entités qui ont de l'argent à placer, les entreprises qui ont de la trésorerie à placer, les particuliers qui dégagent de l'épargne et qui veulent la placer, et les institutions de retraite dont le métier est de placer de l'argent pour pouvoir servir des pensions. Ils peuvent faire leurs investissements de différentes façons. Il y en a une pour le particulier que vous connaissez tous dans cette salle, qui est de boursicoter en direct. Bon, il y a une autre chose à laquelle vous recourez beaucoup, c'est investir dans un fonds collectif géré par une institution de gestion d'actifs, comme Amundi ou BlackRock, et vous allez investir dans un fonds
investi lui-même en actifs cotés ou en actifs non cotés, ou vous allez investir en ETF, Exchange Traded Funds. Vous ferez ça en direct, donc si vous boursicotez vous-même, ou en passant par les services d'un gestionnaire d'actifs. Pour les entreprises, c'est pareil, leur trésorerie en général, elle ne boursicote pas elle-même, elle passe par un fonds collectif de trésorerie typiquement. Pour les institutions de retraite, alors là, il y a deux schémas principaux. Il y en a un qui est d'internaliser la gestion des sommes à investir, et l'autre qui est d'externaliser, de confier à des gérants externes. Confier à des gérants externes, c'est les mêmes, hein, c'est les Amundi, les BlackRock, etc. Il y a des institutions qui font essentiellement ça, parce qu'elles s'estiment trop petites pour avoir l'expertise pour gérer elles-mêmes, ou parce que leur gouvernance, la loi, leur statut, le leur impose. Le schéma dominant, en fait, c'est l'institution de retraite, le fonds de pension, qui fait les deux. Typiquement, les gros, ils ont des choses qu'ils gèrent en direct, mais ils confient des mandats où ils investissent dans des fonds collectifs pour les choses qu'ils s'estiment pas capables de bien faire. Le fonds norvégien, qui a du genre 1400 milliards d'euros d'actifs, il ne fait pas les marchés émergents en direct et il confie des mandats pour la gestion de petites capitalisations en Europe et ailleurs. Tout le reste, il le fait en direct. Bon, si vous êtes une petite institution, ce n'est pas raisonnable de prétendre tout faire soi-même. Donc c'est une question de taille, mais c'est aussi une question de cadre de gouvernance et de philosophie. Voilà. Merci beaucoup. Donc nous allons passer à la 5e question. Il me semble que la question avait été posée par M. Rousseau à M. Tassou. Donc nous savons que les institutions financières prélèvent des frais importants. Quelle est donc la proposition de valeur ajoutée pour les épargnants? C'est vrai que par rapport à ce que vient de dire M. Rousseau, quand on s'adresse à des professionnels, qu'ils soient publics ou privés, bon, on est en B2B et on voit que l'épargne individuelle va prendre une place de plus en plus importante dans le financement des retraites. Donc là, on passe en B2B2C, donc c'est-à-dire le financement va se faire par le biais des assureurs, enfin de la collecte faite par les assureurs, les banques ou les conseillers, les CGP, etc. Et donc effectivement, là, c'est pas le même niveau d'information, le niveau de savoir-faire. Et donc ils peuvent effectivement beaucoup plus subir, alors que avec les grands corporats et les grands acteurs, on est en procédure d'appel d'offres, parfois public. Donc effectivement, il y a le problématique, comme la chaîne de valeur est éclatée entre les assureurs, les asset managers, le teneur de compte. Il y a beaucoup pour faire un produit d'épargne, le gérer dans le temps, assurer le custody. Il y a beaucoup d'acteurs, ce qui fait effectivement une succession de frais. Il y a le frais de distribution aussi, puisque c'est avant tout le distributeur qui a la responsabilité de conseil dans le temps, le KYC, etc., etc. Donc cela étant dit, les frais ont été mis effectivement, notamment récemment, à période récente, à partir du moment où il y a très peu d'alpha créés par les taux négatifs, le taux de frais était confiscatoire. C'est vrai que quand vous rajoutez en moyenne 100 points de base sur les frais de management fees faits sur nos fonds, il y a les frais d'enveloppe, 100 points de base également, et après il y a les droits d'entrée, ça peut faire des solutions qui tournent entre 200 et 300 points de base. Donc là, ça devient confiscatoire sur très longue période. Cela étant, les choses ont quand même progressé. On se console en disant qu'on est un des marchés les plus, en France, comme souvent, l'un des plus concurrentiels. Il y a quand même, entre les assureurs, les banques mutualistes, les banques nationales, les CGPI, il y a quand même une très très forte concurrence, alors qu'il y a des marchés, je ne parle pas des UK, mais il y a des marchés comme les Pays-Bas, etc., qui sont très concentrés, ou en Suisse, ce qui fait que les prix sont bien plus élevés. L'Europe, Bruxelles comme Paris sont très regardants. Hein, donc, avec la crise 2008, les réglementations IDD pour les assureurs et MiFID 2 pour les asset managers ont été vraiment renforcées, avec sur la transparence des frais. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus de transparence. Là étant, bon, il faut force est de constater que l'épargnant final, il ne lit pas toute la documentation d'un produit et les 10 pages. Il y a aussi tout un texte en Bruxelles, en cours de préparation,
donc la commissaire européenne McGuinness travaille pour essayer de bannir les rétrocessions faites aux distributeurs, ce qui pourrait être quelque chose de très transformant pour l'industrie de l'asset management, de la distribution et de l'épargne au sens large. C'est pas sûr que ce soit la meilleure solution, puisque en Angleterre, où il n'y a pas de ces rétrocessions, finalement les produits d'épargne sont plus chers, et puis l'accès à l'épargne est finalement réservé qu'aux plus aisés. Donc voilà, aujourd'hui, effectivement, on a une période où les frais étaient trop élevés par rapport aux solutions proposées. Aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'avec la perspective des taux actuels, il y a beaucoup plus de potentiel de créer de la valeur, donc d'amortir ces frais. Et quand même, on est sur une industrie très concurrentielle, déflationniste. Les prix baissent. Il y a l'avènement de la gestion passive, etc. Donc il y a effectivement la possibilité maintenant de toute façon, c'est un marché très concurrentiel. Celui qui ne crée pas de la valeur et de la confiance avec son client final, il sera sorti du marché. Et j'ajoute aussi, il y a beaucoup d'attentes de services, de digitalisation, d'information, de reporting, justement, et de solutions qui font sens, encore une fois, des solutions à impact, qui financent les transitions, qui font sens. Et donc là, il faut beaucoup il y a des risques opérationnels, ça donne des contraintes de gestion, mais c'est aussi tout le service rendu autour pour le bénéficiaire sera un élément différenciant. J'ai une vision un petit peu différente. Je dirais que si on a effectivement de la concurrence et que le résultat, c'est que les frais qui sont chargés à l'épargnant individuel sont de l'ordre de 3% par an, ça veut dire que la concurrence ne marche pas aussi bien que ce qu'on le dit, ou qu'elle est influencée par le cadre législatif d'ensemble, je vais y revenir. Mais en tout cas, si ça correspond à des chaînes complètes de recueil de l'argent et des souscriptions des particuliers jusqu'au déploiement dans des produits financiers de type institutionnel, très bon marché, c'est qu'il y a trop de monde dans la chaîne, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le problème, c'est que 2 à 3% sur l'investissement en actions, ça revient à confisquer la prime de risque action par rapport aux obligations. Le rendement obligataire, il est en fait assez bien accessible à travers l'assurance vie, mais en euros, qui en plus a quelques petits accouskis qui permettent sur la durée d'améliorer un petit peu le rendement avec un petit peu d'immobilier et un petit peu d'actions. Pas beaucoup du tout, mais enfin quelques points, et c'est toujours ça qui peut, sur la durée, donner un peu plus de performance. Donc il y a un problème. Les petits particuliers, les frais sont trop élevés pour que ça vaille la peine pour eux. Si vous arrivez avec des sommes significatives, quelques centaines de milliers d'euros, là vous pouvez avoir accès à des conditions qui font que ça vaut la peine quand même de mettre de l'argent sur les actions. Mais pour les petits, ça ne marche pas. Moi, j'ai une lecture qui est que le système français est compliqué et les banques en particulier, mais ça se trouve aussi du côté des assureurs. Mais pour les banques, le sujet est clair pour moi. L'assurance vie, c'est rentable, très rentable. Et la raison en est qu'il y a une carotte fiscale, et les Français, ils adorent ça. Et comme toujours, quand il y a une carotte fiscale, une grande partie en est captée par les gens qui ne sont pas censés en être les bénéficiaires ultimes exclusifs. Et c'est un avantage qu'on pourrait peut-être qualifier d'indu, mais en même temps, il y a des choses sur lesquelles ce n'est pas du tout rigolo d'être banquier en France. Vous prêtez, les taux montent. Bon, votre refinancement à court terme se renchérit. Les comptes réglementés, le livret A, etc., les taux remontent assez vite. Et votre portefeuille de prêts hypothécaires, il est à taux fixe. Donc, il se renouvelle lentement. Ensuite, on passe à une phase de baisse des taux d'intérêt. Pas de chance non plus. Quand les taux baissent, les particuliers ont une option de remboursement anticipé. Donc, pile je perds, face je ne gagne pas. Donc, si les banques sont un petit peu difficiles, durement traitées
sur cette partie importante de leur activité, le prêt hypothécaire et plus généralement les financements aux particuliers, elles se refont sur d'autres choses. Et ça, c'est... Au bout du compte, elles s'y retrouvent, mais il pourrait y avoir des schémas plus simples. Par ailleurs, il y a quand même des solutions qui apparaissent. Il faut juste un petit peu d'audace, un petit peu de connaissance, mais pour contourner les problèmes de chargement, de coût de l'investissement pour le particulier, les ETF, ça apporte quelque chose de complètement différent, parce que c'est acheter une action. Alors, il faut que votre intermédiaire ne vous charge pas à 3% sur l'achat, mais vous achetez, c'est comme une action, mais après, il y a 20 ou 30 centimes de frais, c'est tout, voire moins. Et donc, ça change complètement la donne par rapport à la souscription d'un fonds collectif, une SICAV indicielle. Dans le format ETF, c'est la même gestion, mais ça coûtera beaucoup moins cher. Et ça, les particuliers, il faut qu'ils l'explorent, parce que ça leur permet d'accéder à la prime de risque action sans se faire détrousser, si je puis dire. Monsieur Davan, si vous avez quelque chose à ajouter sur ce sujet. Non, vaste sujet. Bon, il se trouve que dans ce que j'ai commis comme rapport il y a assez longtemps, j'étais un très gros défenseur de la capitalisation collective, et mon rapport au CAE faisait partie des éléments qui avaient un peu convaincu le gouvernement de créer le Fonds de réserve des retraites. Bon. Mon rapport était, à ma connaissance, la première fois où on employait le terme répartition provisionnée dans la littérature en France. Parce que pour collecter la prime de risque, je pense qu'effectivement, ce qu'on vient de discuter, c'est que la collecter individuellement, très souvent on y laisse des plumes parce que les produits sont chers. Et puis à la limite, c'est même pas forcément le sujet le plus important, c'est que la plupart du temps, les gens n'ont simplement pas la compétence pour la collecter. Ils achètent c'est plus haut quand ça a monté, en disant si ça a monté, c'est que ça va continuer à monter, et ils ont tendance souvent à vendre au plus bas. Alors, je ne veux pas généraliser, c'est-à-dire qu'il y a évidemment, pour ça qu'il faut éviter le côté tout capitalisation collective avec des réserves d'État, des fonds d'État, etc., ou tout privé. Parce qu'effectivement, le bon système est un système qui différencie, et il y a des tas de gens qui ont les compétences financières, et en ça que ça amuse, eh bien, très bien. Et puis, ils sont capables de faire jouer la concurrence, des cadres, et bon. Pour la masse des personnes, penser qu'ils vont être capables d'aller collecter des primes de risque, c'est compliqué de collecter des primes de risque, parce que s'il y a prime de risque, il y a risque. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre que quand ça bouge, quand ça baisse fortement, eh bien ça baisse fortement peut-être en ce moment parce que c'est une panique, et donc il ne faut pas paniquer comme les autres, et il ne faut pas raisonner en mark-to-market, il faut se dire, mon produit, je l'ai pour 20 ans, et quand je regarde les cash flows futurs, je suis toujours gagnant. Combien de gens sont capables de faire ça, même parmi les professionnels? Bon. Donc je pense que le bon système est un système où effectivement, et qu'on n'a pas du tout assez exploré en France, c'est-à-dire le fonds de réserve a été tué alors qu'il essayait de faire ça, bon système, et ce n'est pas exclusif, mais c'est un système dans lequel une partie de la prime de risque est collectée collectivement par quelque chose qui ressemble à des fonds d'État, comme on en fait beaucoup de pays, quoi. Et le côté extrêmement sympathique, c'est qu'on aurait pu le faire à bas coût, comme les taux d'intérêt étaient très bas. C'est ce qu'a fait le fonds de réserve. Olivier fait des remarques dans notre réunion préparatoire tout à fait intéressantes sur l'argent qui a été généré par le fonds de réserve discrètement dans son coin. Parce que qu'est-ce qu'a fait le fonds de réserve? Il s'est quelque part endetté auprès de l'État. L'État aurait pu garder cet argent et se désendetter. Donc on a fait un petit hedge fund pour 25 milliards où l'État s'est endetté en OAT, et puis par ailleurs, le fonds de réserve a pu, avec toutes les contraintes qu'il avait malheureusement, il a pu passer des mandats aux uns et aux autres et aller collecter assez efficacement de la prime de risque. Donc toute cette période de taux d'intérêt très bas était une période absolument extraordinaire où on aurait pu faire des tas de trucs et on ne les a pas fait. C'est un peu dommage. À mon avis, ça reviendra. Alors, je ne veux pas être trop long, mais il y a un point quand même essentiel, c'est qu'est-ce qui va se passer sur les taux d'intérêt réels à l'avenir. Parce que comme vous l'avez bien dit, pour la capitalisation, pour la gestion financière, les taux d'intérêt réels négatifs, c'est une catastrophe absolue. Hein. Surtout qu'il faut quand même voir que la répartition par ailleurs, ça n'a pas un rendement génial, mais ça vous donne la croissance économique. Hein. La génération qui cotise 20 ans, elle se partagera le PIB dans 20 ans, et donc il y a quand même de la croissance économique. Donc quand les taux d'intérêt réels sont négatifs, c'est-à-dire qu'il faut épargner pour arriver au même résultat que ce qu'on obtient avec ces cotisations est considérable. Donc pour l'instant, alors évidemment, il y a plein de gens qui souffrent. Hein.
Il y a des banques qui font faillite à cause de ça. Mais dans la durée, pour le monde financier, la remontée des taux d'intérêt réels, c'est extraordinaire. C'est ça qu'il faut. Parce que les taux d'intérêt négatifs étaient la pire des catastrophes. Alors, la transition est compliquée. Moi, ma conviction, c'est que les taux d'intérêt réels, ils ne vont pas monter beaucoup. Aujourd'hui, il y a de l'inflation, il y a tas de difficultés. Mais derrière, ce qu'on est en train de décrire, c'est une situation où le monde entier développe de la retraite par capitalisation. Le monde entier crée de l'épargne. Et ce qu'on a vu depuis 20 ans, c'est que cette épargne avait du mal à s'employer dans le système productif et que les taux d'intérêt réels, l'équilibre, on l'obtenait avec des taux d'intérêt nuls ou négatifs. Et je ne pense pas qu'on ait changé d'univers. Je pense qu'on continue à faire des réformes des régimes de retraite, on continue à développer l'épargne retraite et on continue à avoir en face, finalement, des entreprises qui n'ont pas des besoins en capitaux qui sont forcément capables d'absorber tout ce qui arrive. Donc je pense malheureusement qu'on retrouvera des situations un petit peu difficiles pour la gestion d'actifs et qui réouvriront peut-être des possibilités d'aller alimenter le fonds de réserve des retraites de nouveau à bas coût en émettant des OAT avec des taux d'intérêt de 1% qu'on pourra replacer à des conditions attractives sur différents marchés. Ce qu'on observe dans ce que c'est la partie retail, le mainstream, ce qui s'impose aujourd'hui, en tout cas à l'aune de la loi Pacte, c'est la gestion pilotée en fait, en fonction du profil de risque que vous avez, que ce soit équilibré, prudent ou dynamique. Il y a une gestion pilotée qui est faite par l'asset manager, donc qui permet effectivement de sécuriser votre patrimoine progressivement en fonction du temps qui vous reste avant de partir à la retraite. Donc au départ, si vous souscrivez à 40 ans, vous êtes full sur les marchés et petit à petit on sécurise de plus en plus en monétaire. Ça se fait à la fois sur les PER en compte titre comme dans les modèles assurantiels où là le taux d'UC diminue au fur et à mesure que vous approchez de la retraite. Aujourd'hui, d'ailleurs pour revenir aux frais, il y a une culture, c'est vrai, des Français à l'assurance vie et du coup aujourd'hui c'est le modèle qui ramasse la plus de collecte, ce sont les modèles de plan épargne retraite assurantiel. Or que ceux en compte titre sont beaucoup moins démocratisés. Or, ils sont moins chers par construction, puisqu'il y a un champ d'investissement, un univers d'investissement qui est plus important, dont les ETF, dont beaucoup de choses, et il n'y a pas les frais d'enveloppe de l'assurance. Mais il n'y a pas le dispositif fiscal propre à l'assurance vie. Merci. Vous avez évoqué la loi Pacte. Est-ce que vous pourriez nous faire un rapide point sur cette loi et aussi nous exposer votre bilan depuis sa mise en place début 2020 ? Alors, la loi Pacte, c'était pour la croissance et la transformation d'entreprise, donc elle date de 2019. Mais c'est un plan très large. Mais c'est vrai que concernant l'épargne, elle avait pour objet de rendre plus attractifs les produits d'épargne, de les démocratiser. Et donc c'était un vrai game changer en fait, quand même dans le dispositif, à la fois dans l'épargne collective faite par les entreprises pour leurs salariés, mais également dans l'épargne individuelle. Elle a permis effectivement d'homogénéiser un peu tous les dispositifs. Donc par exemple pour l'épargne individuelle, les contrats Madelin pour les professions libérales, les PERP pour les particuliers, on peut maintenant les transférer dans un plan d'épargne retraite individuelle unique qui peut en plus vous accompagner si vous changez d'entreprise et en créant effectivement plus d'attractivité par un dispositif fiscal privilégié, avec la possibilité des versements volontaires déductibles à l'entrée, et puis la possibilité surtout de sortie en capital, alors qu'avant, dans le cadre du PERP, la sortie quasi obligatoire en rente, était considérée comme confiscatoire aussi, vu l'étape de mortalité appliquée. Donc ça a créé effectivement tout un flux d'épargne, ça a créé une dynamique. Il y a quand même 50 milliards qui ont été générés depuis sur l'épargne individuelle, principalement par des transferts. Donc ça c'est quelque chose, donc par rapport à ça, il y a quand même 6 millions de PER qui ont été ouverts depuis la loi. Sur l'épargne collective, c'était la possibilité effectivement de regrouper, pareil, au sein d'un seul plan épargne entreprise, à la fois l'épargne retraite que
collectif que vous aviez via un contrat d'épargne salariale et retraite, mais également l'épargne retraite obligatoire qu'on appelait les articles 83. Donc tout ça a été homogénéisé et créé effectivement du coup une concurrence aussi entre asset managers, assureurs, qui peuvent développer ces solutions à la fois dans le modèle assurantiel, mais également en compte titre. Donc là, c'est au choix des partenaires. Donc aujourd'hui, effectivement, on estime que les encours sont potentiellement, vont pouvoir effectivement tripler à l'horizon des 5 ans et atteindre rapidement, de passer de 70 milliards à plus de 200 milliards d'ici les 3 prochaines années. Merci beaucoup. Donc c'était la clôture de cette première table ronde. Nous allons passer à une très très rapide session questions-réponses. Si nous avons des questions de la part des participants, n'hésitez pas. Bon, écoutez, nous allons pouvoir passer donc à la deuxième table ronde. Et si des questions vous viennent, n'hésitez pas à les poser. Oui, ça fonctionne ? Oui. Très bien. Moi, j'ai une question en rapport avec les graphes pour Olivier Davanne. En voyant le scénario sur le graphe du haut, je suis un peu inquiet quand même, non ? Finalement, est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça va poser un problème structurel en France ? Ce ratio qui diminue entre les actifs je parle assez fort, mais il y a un tiers du bénéfice pour l'État qui va au régime de retraite. Les 2 tiers, ils vont ailleurs, ils vont à la transition écologique, à tout ce que vous voulez, quoi. Et on voit bien que là, et c'est un gros problème politique du gouvernement, c'est qu'il a commencé à argumenter comme ça, et les gens disent, ah mais alors comment vous voulez faire payer tous les investissements qu'on doit faire en faisant travailler les gens plus longtemps, mais il y a un débat démocratique, il y a peut-être d'autres façons de faire, etc. Mais le sujet est essentiel, et donc vous avez raison. Le fait qu'il y ait moins de gens qui travaillent est un problème important. Mais ce n'est pas seulement un problème pour les régimes de retraite. C'est un problème de façon générale d'équilibrage des finances publiques et des moyens qu'on a collectivement, quoi. Parce que de nouveau, le côté un peu brutal de dire, même si vous êtes prêt à un peu moins de retraite, eh bien, vous ne pouvez pas partir avant, comme le rappelait Olivier Rousseau, dans beaucoup de pays. On affiche un âge qui est assez élevé, mais en fait, derrière, il y a de la souplesse si les gens sont prêts à sacrifier une partie de leur retraite, quoi. Y a-t-il d'autres questions ?
Alors juste pour pas être complètement désespéré, enfin, moi si j'avais 25 ans, j'investirais sur moi. Parce que le lien avec... alors je sais pas pourquoi il y a un écho monstrueux, mais le lien avec ce qui vient d'être dit, c'est... faut pas perdre de vue qu'évidemment l'objectif primaire et la façon la plus simple qu'on aurait de résoudre tous ces problèmes, c'est en faisant de la croissance. Il faut quand même se souvenir que pourquoi aujourd'hui ça vaut le coup de vous exposer au marché actions et au marché en général, c'est aussi pour capter la croissance mondiale, qui est, depuis plusieurs années, très supérieure à la croissance française. Donc, alors, il n'y a pas que cet effet différentiel de croissance, hein, il y a d'autres phénomènes. Mais il faut quand même que vous soyez conscients collectivement que votre premier asset aujourd'hui, là maintenant à 25 ans, c'est vous. C'est ça qui fera le plus de croissance. Et ça, c'est quand même assez optimiste. Tout le reste, c'est vrai que c'est assez déprimant, parce que ce qu'a fait la génération précédente, c'est non seulement qu'elle a hypothéqué un certain nombre de choix qui ont été faits sur les finances publiques, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on a trop donné. C'est factuel, hein. Enfin, je veux dire, c'est démontrable, notamment dans le profil de remboursement de la CADES, on a trop donné. Et voilà, cet argent est parti, quoi. Et par ailleurs, on a détruit la planète. Donc c'est ça dont vous héritez. Mais encore une fois, le côté positif, c'est que c'est pas parce que la croissance est faible depuis plusieurs décennies que votre croissance personnelle sera faible. Très bien, merci à tous. Il n'y a pas d'autres questions supplémentaires? Très bien, donc comme on l'a entendu, la conclusion de la première table ronde, c'est d'investir sur vous-même. Désormais, sur cette deuxième table ronde, on va plutôt partir sur la partie solution. De la même manière qu'initialement, on va partir sur les présentations. Peut-être Charlotte, je vous laisse ouvrir le bal. Oui. Bonsoir à tous. Donc, je suis Charlotte Tamer, je suis la directrice conseil de chez Yomoni. Yomoni, c'est une fintech qui se veut, qui tend à devenir le leader des gérants d'épargne en ligne. Donc, comme son nom l'indique, on est avant tout une société de gestion de portefeuille. On est agréé par l'Autorité des marchés financiers depuis maintenant 2015. Et moi, j'ai rejoint Yomoni en 2018. Donc, j'ai d'abord été agent d'assurance pour le réseau AGDP du groupe AXA. Je suis devenue CIF. J'ai développé plusieurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine. Et je suis tombée sur Yomoni clairement un peu par hasard. Et j'ai eu la chance, ça n'arrive pas dans toutes les carrières, mais j'ai vraiment eu un coup de foudre pour le produit. En fait, Yomoni tend de répondre, en fait, la capitalisation, et moi c'est un constat que j'ai fait avant de rentrer chez Yomoni, est en train de devenir un enjeu, la capitalisation privée, hein, j'entends, un enjeu sociétal. En fait, moi quand j'ai commencé à travailler, et je ne travaille pas non plus depuis 20 ans, c'était quand même une histoire de gens qui avaient déjà de l'argent, qui étaient soit héritiers, soit réussite personnelle, mais il fallait déjà montrer patte blanche pour pouvoir faire gérer ses capitaux. Et petit à petit, le temps avançant, on se rend compte que la capitalisation prend un enjeu dans la vie de tout un chacun de plus en plus important. Donc, pour les sujets des retraites, mais ça s'étend aux études supérieures, vous en faites peut-être partie aujourd'hui, je pense que ça va s'étendre aussi à la santé de plus en plus. Et Yomoni propose une réponse pédagogique, transparente et très peu chère en termes de frais. Et moi, c'est ce qui m'a séduit. Voilà. Donc, de pouvoir aider le plus grand nombre à épargner, à capitaliser, pour ceux qui ont déjà des capitaux et pour ceux qui commencent à en avoir. Voilà. Très bien, merci Charlotte. Je vous laisse prendre la suite, peut-être Ivana. Merci Tanguy. Alors bonjour à tous, je suis Ivana Davo, je travaille pour la société BlackRock depuis maintenant près de 7 ans et je suis en charge des équipes commerciales pour la partie distribution. C'est-à-dire que notre équipe, elle va accompagner les distributeurs, que ce soit les banques privées, les réseaux assurantiels, les CGP, dans la démocratisation de l'épargne, avec pour objectif de démystifier l'investissement. Auparavant, j'ai travaillé en banque privée à Londres, à la Société Générale et chez Crédit Suisse. BlackRock, bon, je pense qu'un certain nombre d'entre vous nous connaissent relativement bien. Donc, on est la première société de gestion au monde avec aujourd'hui des encours qui avoisinent les 9 trilliards de dollars. Alors, c'est vrai que ça peut paraître assez énorme. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a parlé du PIB tout à l'heure, c'est 3 fois le PIB
de la France. Et donc on est un gestionnaire d'actifs pour compte de tiers avec une palette de solutions extrêmement large. Donc on gère des fonds et des ETF, on reviendra dessus tout à l'heure, sur à peu près toutes les classes d'actifs, que ce soit sur les marchés cotés comme sur les marchés privés, obligations, actions bien évidemment, dans les pays émergents comme dans les pays développés. On est une société de gestion qui est assez jeune. On a eu la chance de fêter nos 35 ans la semaine dernière. Une société de gestion qui avait été créée par 8 associés fondateurs, dont certains sont encore à la direction, avec notamment notre PDG relativement emblématique, Larry Fink. Et on est une société de gestion qui s'est construite autour d'un outil de gestion des risques extrêmement sophistiqué. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'est un outil qui s'appelle Aladdin et donc qui est vraiment la colonne vertébrale de la maison, qui nous a aussi peut-être permis de passer certaines crises de manière un petit peu plus smooth que d'autres, et qui nous a permis de grandir et d'arriver à ce niveau de réussite aujourd'hui. En France, on est petit, on est environ 200, surtout un bureau de représentation commerciale, donc avec des équipes comme la mienne. On accompagne donc à la fois les distributeurs en mode donc B2B2C, mais également les institutions comme le FRR, et on a aujourd'hui des encours pour notre clientèle française de près de 38 milliards de dollars. Merci Ivana. Laurent, je vous laisse clôturer cette présentation. Alors, volontiers. Ouais, non, c'est bon. C'est pas très grave. Donc, je suis la personne avec la voix en forme d'écho. Donc, Laurent Clavel, je suis responsable de la gestion multi-actifs chez AXA Investment Managers, qui est la filiale de gestion d'actifs du groupe AXA. Donc, le groupe AXA que vous connaissez probablement, puisque c'est un assureur important en France, mais aussi dans le monde, avec 100 millions de clients, en gros. Et j'ai rejoint ce groupe en 2015. Je suis économiste de formation, donc j'ai fait de l'économie. Je fais de l'économie en France, ce qui veut dire que j'ai fait beaucoup de maths, puisque c'est comme ça qu'on voit les choses, qui me va très bien. Et ensuite, je suis passé responsable de ce qu'on appelle chez nous les quants, ce qui veut dire des gens qui font des maths. Et puis à l'été dernier, on m'a confié donc la responsabilité de cette plateforme de gestion qui est en gros à la croisée des chemins entre la macroéconomie, qui est ce que j'avais fait pendant une bonne dizaine d'années, et cet aspect quantitatif de la finance que j'avais fait pendant 3 ans chez AXA IM. Et avant tout ça, j'ai eu une vie dans la fonction publique. J'ai passé 10 ans au ministère des Finances, dont une petite partie assez formidable, probablement les plus belles années de ma vie, avec Olivier Rousseau, qui était à l'époque, comme moi, basé à Stockholm. Et donc à l'époque, j'étais conseiller financier pour la Direction générale du Trésor sur les pays nordiques. Et donc on peut parler effectivement des pays nordiques. Voilà, on connaît un petit peu le sujet. Et moi j'aime beaucoup les nordiques parce qu'ils ne se voient pas comme un exemple, ils se voient comme une expérience. Donc ils parlent de l'expérience nordique. Et en gros, ce que ça dit, c'est regardez ce qu'on a fait. Nous, on trouve ça très bien. C'est un nordique qui parle. On ne dit pas forcément qu'il faut tous que vous deveniez suédois ou danois, mais ça doit vous dire quelque chose. Et donc, regardez, c'est une expérience. On pense qu'elle est intéressante. C'est un très grand succès sur énormément de métriques, puisque c'est à la fois des sociétés qui sont très égalitaires, qui ont fait beaucoup de croissance, qui sont très ouvertes et qui ont fait énormément de découvertes, donc d'innovation. Donc c'est des modèles de société assez impressionnants. Ils n'ont pas vrai sur tout. Je veux dire, il fait très froid, il fait très noir. Mais voilà, c'est de fait non pas un modèle, mais une expérience intéressante. Et je pense que derrière, il faut se demander ce que ça dit. Et je suis entièrement d'accord, ça pose quand même des questions sur les choix qu'on a fait. Quand on est tout seul, que ce soit en tant que personne ou en tant que pays, à avoir fait un choix, et tous les autres ont fait un choix différent, bon, on peut être le seul de l'orchestre qui joue bien, mais le plus probable, c'est quand même que vous avez fait une fausse note et que les autres jouent correctement. Voilà. Alors, donc j'ai passé 10 ans au ministère des Finances, et donc l'économie, et du coup, j'adore la première partie sur ce qu'on doit faire et où est-ce qu'on va. Un point important, juste et puis après on va arrêter de faire des digressions,
Je pense que c'est important que vous gardiez en tête, parce qu'on parle des administrations publiques. Moi, j'ai grandi dans une France où on parlait du trou de la sécurité sociale. Alors, je pense que c'est un fantasme qui a un peu disparu et que vous êtes devenu plus malin. Mais je pense que c'est important quand même de se souvenir que la solidarité nationale, c'est pas spécifique à la retraite ou à la maladie. Les administrations publiques, qui est un mot absolument horrible en France, puisque ça donne l'impression d'employés qui ne travailleraient pas beaucoup et qui sont très protégés par un contrat de travail qui ne relève pas du droit privé. Les administrations publiques, c'est vous, en fait. C'est-à-dire ce qu'on appelle le déficit public, c'est le déficit de l'État-providence au sens large. Et effectivement, ça ne s'arrête pas à la retraite ni à la santé, mais effectivement à la transition écologique, etc. Je pense que c'est important de garder en tête, vous avez entièrement raison, c'est quand on fait le débat sur les retraites, en fait, c'est un choix. On pourrait discuter d'autres choses. Et notamment de est-ce que c'est raisonnable qu'il y ait autant de gens qui ne soient pas employés 2, 3, 5 ans avant la retraite. Je m'arrête là-dessus parce qu'on va parler d'épargne. Bien sûr, merci pour cette explication. Alors, on va entamer cette table avec une présentation un petit peu générale de l'écosystème de la retraite. Vous avez entendu beaucoup de noms d'enveloppes de produits différentes. Charlotte, peut-être pourriez-vous commencer par nous présenter les véhicules existants dans le cadre, par exemple, d'une préparation de retraite? Alors, en fait, en France, je pense que vous le savez, il y a 4 enveloppes de capitalisation qui vont vous permettre d'accéder au marché financier. Enfin, en fait, il y en a même 5 maintenant. Vous allez avoir des enveloppes de nature, ça a été cité précédemment, mais on va avoir les enveloppes bancaires et les enveloppes assurantielles qui vont être régies par des codes, par des lois, par des modes de fonctionnement opérationnels différents. Et donc, on va retrouver les enveloppes bancaires qui sont le compte titre, le PEA. On va retrouver les enveloppes assurantielles que sont l'assurance vie, le contrat de capitalisation, même si depuis la transformation de l'ISF à l'IFI, on en entend beaucoup moins parler. Et puis, on va retrouver le PER qui, lui, peut exister sous sa forme assurantielle ou bancaire, puisque un PER peut être assurantiel ou un compte titre, en fait. Et donc, on va retrouver cet ensemble de véhicules de capitalisation. Par essence, on a mis de côté l'immobilier direct, parce qu'on est là pour parler d'asset management, de marché financier. Mais bien évidemment, vous pouvez construire votre retraite avec des produits d'immobilier en immobilier direct. C'est un peu difficile de mettre l'immobilier dans ce type d'enveloppe, l'immobilier direct. Par contre, l'immobilier indirect, soit l'immobilier papier, l'immobilier coté, vous pouvez tout à fait y avoir accès à travers ces enveloppes. Donc, je ne suis pas là pour débattre d'un choix immobilier financier. On est plus là pour parler des solutions de capitalisation à travers les marchés financiers. Mais bien évidemment, existe à côté, et il faut se diversifier, c'est quand même la base d'un patrimoine bien géré pour la retraite, pour votre sécurité. Voilà, je fais un petit aparté sur l'immobilier. Je ne suis pas anti-immobilier, c'est juste que ce n'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui. Donc, vous avez ces 5 enveloppes, et au final, parmi toutes ces enveloppes, il y en a une qui porte le mot retraite. Et moi, j'attire votre attention sur l'aspect marketing. Ça fait un peu plus de 15 ans que je fais du conseil auprès de particuliers, alors des salariés, des chefs d'entreprise. Il faut faire très attention. Ce n'est pas parce qu'il y a le mot retraite que c'est l'unique dispositif pour capitaliser pour votre retraite et que c'est forcément celui qui vous convient. Et j'aimerais bien vous faire une réponse toute faite en vous disant pour la retraite, à tel âge, il faut ouvrir telle enveloppe et tel actif financier. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça parce qu'il y a plein de paramètres en fait, qui vont rentrer en compte. Le PER a quand même cet attrait, c'est-à-dire qu'en France, on est quand même très... il y a 2 choses qui attirent l'investisseur français. Il y a l'immobilier et la défisque. C'est comme ça, c'est géré par, je dirais, le cerveau reptilien. C'est des choses qui nous font réagir, nous, investisseurs, automatiquement. Et il faut se méfier des automatismes, quoi. Il faut en tout cas pouvoir prendre du recul et les remettre en question. Donc le PER, c'est un très bel outil. Ça ressemble à un train à 3 wagons. Donc vous avez la version individuelle qui regroupe anciennement le Madelin, le PERP à travers le PER individuel, sur lequel vous cotisez. Vous avez la version collective qui est en fait ce qu'on appelle l'épargne salariale, c'est le PERCO qui est devenu le PERCOL. Et puis le dernier, et ça, il faut que ce soit proposé par votre société, alors que les 2 premiers, enfin le premier, il vous suffit d'aller voir un assureur, une banque, et puis de souscrire à ce type de placement. Et puis vous avez la dernière partie qu'on appelle un peu par défaut le PER obligatoire,
qui n'a rien d'obligatoire, parce que c'est plutôt un dispositif assez sélectif. C'est l'ancien article 82-83, qui sont à la disposition des cadres plutôt de haut niveau dans les grosses sociétés. Généralement, c'est là où on les retrouve. Ce qu'il faut comprendre sur le PER, donc il y a un attrait qui vient de la défisque. Alors, je ne suis pas là pour faire un débat philosophique. Ce qui compte aussi, c'est le résultat. Donc, ça attire l'épargnant français vers l'investissement, ce qui est plutôt une bonne chose. Après, il faut faire attention. En fait, le PER, ce n'est pas vraiment de la défiscalisation, c'est du crédit d'impôt. C'est-à-dire que l'État vous dit, au lieu de nous payer vos impôts directement, vous allez prendre une partie de vos impôts, et au lieu de nous les verser, vous allez les investir dans un plan d'épargne retraite. Et ce capital supplémentaire que vous n'aviez pas, parce que normalement c'était vos impôts, vous deviez vous en acquitter, vous allez les placer sur les marchés financiers sur une certaine durée. Ce capital va générer une plus-value. Au terme, vous allez rendre l'avantage fiscal, vous allez garder la plus-value. Vous allez rendre l'avantage fiscal. On dit no free lunch en finance, c'est encore plus vrai en défisque. Vraiment, il faut, je pense, relire 4 fois les documents. Il faut vraiment être très précautionneux. Donc au final, vous avez un avantage fiscal à l'entrée qui va vous aider à capitaliser, qui va vous donner un surplus de capitalisation, mais au terme, il va falloir le rendre. Et donc au final, il y a quand même quelques caractéristiques, je vais vous en donner 2-3, alors vous ne destinez peut-être pas au métier du conseil, mais peut-être que ça peut vous servir à vous qui épargnez déjà, je ne sais pas, mais pour aller vers le PER, généralement on a tendance à privilégier les gens qui ont des tranches marginales assez élevées. Donc on dit à partir de 30%, mais moi je dirais presque 41-45%, parce que ce que vous allez déduire fiscalement à l'entrée, vous allez le rendre à la sortie. Et on sait que les gens qui sont à une tranche marginale durant leur vie active de 41 et plus ont de fortes chances à repasser à la tranche à 30% à la retraite. Et donc, je ne fais pas une soustraction, mais vous voyez bien qu'il y a un gain sans effet marché, mais qu'on va avoir un gain capitalistique du fait de la diminution de la tranche marginale d'imposition. Donc, avoir une tranche marginale élevée. La deuxième chose, c'est d'avoir un horizon de placement, c'est-à-dire que votre retraite ne soit pas demain. Nous, on a beaucoup de clients qui nous contactent la veille de leur retraite et qui pensent à faire un super coup sur les marchés pour préparer la retraite en 1 an ou 2. Malheureusement, la capitalisation, ça ne marche pas comme ça. Et le PER, avant d'être un outil avant d'être un outil retraite, c'est un outil de capitalisation, c'est un outil d'investissement financier. Et je pense que maintenant, vous le savez tous, on ne génère pas de la plus-value en 2-3 ans, à moins de faire un coup de poker, mais on n'est pas trop dans le thématique de l'investissement. Donc on a plutôt des horizons de placement qui vont être de 5 ans, 8 ans, 15 ans, 20 ans, beaucoup plus pour certains. Donc une tranche marginale élevée, un horizon de placement plutôt élevé, et puis dernière chose qui me semble assez importante, c'est que le PER est une enveloppe qui par essence est bloquée. Donc on vous dit, si vous voulez acheter votre résidence principale, vous pouvez débloquer votre PER. Sauf que Jean-Paul, 50 ans, qui a envie d'épargner pour sa retraite, il a une tranche marginale à 41%, il a une résidence principale, une résidence secondaire, pourquoi pas de l'immobilier de rapport. Il n'a pas trop d'épargne de côté parce qu'il a plutôt été très immobilier, et ce n'est pas un problème en soi, mais il se dit au final, le PER, il y a un gain fiscal, je peux épargner mon argent, mais peut-être qu'entre ces 50 et ces, disons 64, puisqu'a priori ça semble parti pour 64 ans maintenant, en 14 ans, il peut se passer pas mal de choses, autres que l'achat de sa résidence principale. Et son épargne va être bloquée. Est-ce que c'est la solution pour Jean-Paul ? La question, c'est la question qu'on se pose avec un conseiller quand on fait un bilan patrimonial, en fait. Donc, ce que j'essaie de vous dire par là, c'est qu'il faut regarder le contexte de vie, les besoins, le patrimoine existant. Moi, en tout cas, sur le PER, je vais regarder la tranche marginale, l'horizon de placement, la disponibilité de capitalisation par ailleurs. Est-ce qu'il y a de l'assurance vie, du PEA? Est-ce qu'il y a d'autres actifs disponibles par ailleurs? Et pas que de l'épargne de précaution. Et puis, peut-être la dernière catégorie, mais qui est assez rare, mais on en rencontre parfois, pour qui le PER va être attractif, c'est les personnes qui sont vraiment panier percé. Il y a des gens, je ne sais pas comment vous fonctionnez, moi, entre mon livret A et mon compte courant, il y a beaucoup de transactions. Par contre, entre mon assurance vie et mon compte courant, c'est déjà un peu plus rédhibitoire. Il faut racheter, il y a 5 jours de délai, il y a des fluctuations de marché, mais il y a des gens que ça n'arrête pas. Et donc, au final, le fait que le PER soit complètement fermé, c'est-à-dire que vous ne puissiez pas, sur un coup de tête, vous dire « je pars 15 jours, je ne sais où », eh bien, en fait, le PER, il est totalement bloqué. On n'utilise pas forcément l'attrait fiscal de démarrage, mais on sait que c'est un coffre-fort dédié à la retraite et qu'on ne pourra pas y toucher. Et donc là, c'est un peu le cas atypique qui sort de la tranche marginale, enfin, en fait, des 3 critères précédents que je vous ai donnés. Au-delà de ces critères-là, pour les personnes qui ne répondent pas à ces critères-là, je ne dis pas que le PER n'est pas à faire, hein, chacun est libre d'investir comme il le souhaite, mais il sera peut-être plus attractif
d'investir via de l'assurance vie, via du PEA notamment, où les conditions de sortie fiscale vont être plus attractives. Sur un PEA, par exemple, au-delà des 5 ans, à part les prélèvements sociaux, en tout cas actuellement, hein, la loi fiscale n'est pas parfois changeante, mais en tout cas sur le PEA aujourd'hui, après 5 ans, vous n'avez plus de fiscalité sur la plus-value. Donc peut-être que ça peut constituer un attrait pour quelqu'un qui souhaite se constituer une retraite. Et on va garder une certaine flexibilité. Tout comme sur l'assurance vie, où là, vous allez avoir un petit peu plus de fiscalité à la sortie, mais vous allez avoir la trêve successorale. Donc en fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il n'y a pas une bonne méthode de construire sa retraite. Je pense que pour bien construire sa retraite, il faut garder cette notion. Déjà, il faut être très à l'aise avec ce que vous êtes en train de faire. Il y a une notion de bien vivre ses placements qui est en fait un placement, moins on y pense, enfin, moins ça vous prend l'esprit, généralement mieux ça se passe. On a montré que plus on pense à ces placements, moins généralement on en est satisfait et on peut interagir dessus à des moments assez peu opportuns. Donc je dirais qu'il faut être bien en phase avec ce que vous êtes en train de faire. Pensez à la diversification des classes d'actifs, que ce soit l'immobilier, le financier, les zones géographiques, thématiques, etc. La diversification par la forme, c'est-à-dire aller sur des teneurs de compte assurantiels, aller sur des teneurs de compte bancaires, parce que les garanties ne sont pas les mêmes en cas de risque de faillite. Alors, je ne vais pas noircir le tableau qui n'est pas hyper enthousiasmant ces dernières semaines, mais il faut quand même y penser. Et puis, il faut quand même être regardant sur ce que vous êtes en train de faire. Il faut regarder, il y a tout un emballement autour, et encore une fois, on vient sur des notions de marketing, de l'investissement thématique, de l'investissement vert, de l'investissement responsable. Le label d'un investissement ne fait pas l'investissement lui-même. Il faut quand même regarder le niveau de risque, il faut regarder la logique de l'investissement à laquelle vous êtes, et bien évidemment, le sujet, et j'en suis une des premières... je défends très fortement cette cause, il faut regarder les frais de gestion que vous payez. Parce que les frais, en fait, c'est la performance, c'est une rétribution entre le gestionnaire et le client. Et si... Enfin, tout ce qui va dans la poche du gestionnaire, et c'est normal qu'il y ait une partie qui repart dans la poche du gestionnaire, parce que le gestionnaire se rémunère, mais tout ce qui va dans la poche du gestionnaire ne finit pas dans la poche de l'investisseur. Et donc, sur des investissements long terme comme la retraite, ça peut faire mal sur la durée. Voilà. Très bien, merci beaucoup Charlotte pour ces explications. Alors maintenant qu'on est au clair sur les écosystèmes disponibles dans cette construction de produits de capitalisation pour la retraite, Laurent, est-ce que vous pouvez revenir sur les manières d'aborder une gestion dans ces enveloppes? Merci beaucoup. En fait, je vais essayer de répondre à la question qui a été posée un peu à bon escient tout à l'heure, qui était en fait ce que vous êtes en train de me dire, c'est quand je suis jeune, j'investis en actions et donc je prends des risques alors que j'ai pas de capital. Et puis quand j'aurai du capital, c'est-à-dire quand je serai comme mes parents, vous me direz qu'il faut commencer à dérisquer. C'est exactement ce qu'on vous propose. Et en fait, on en est assez convaincu. Quelque chose qu'a dit Ivana, sur lequel je vais revenir et qui est très vrai, vraiment, enfin, je le pense, et je ne suis pas un capitaliste libéral très agressif, on ne joue pas avec votre argent. Vous nous le confiez, on le place, on l'investit, parfois on se positionne si on fait de la gestion active, mais on ne joue pas avec votre argent. Ce n'est pas un jeu. Le deuxième point, c'est que, et c'est parfois un peu difficile à entendre, c'est encore plus difficile à entendre avec des jeunes asiatiques, c'est assez compliqué en fait de devenir riche via les marchés financiers. C'est pas ce qu'on vous propose non plus. Donc c'est pas le loto, c'est pas le casino, donc c'est effectivement assez difficile de faire un coup, et en fait c'est pas malin et c'est pas ce qu'on vous propose. C'est pas malin parce que le casino comme le loto, en fait, c'est pas un jeu à somme nulle, c'est un jeu à somme négative. Donc l'État se rémunère sur le loto, et en fait le casino se rémunère sur... c'est pour ça qu'il y a un zéro en fait. C'est que même si vous mettez 1 sur rouge et 1 sur noir, quand ça sort 0, c'est-à-dire une fois sur 37, soit à peu près 2,8% du temps, le casino garde tout. C'est bien comme ça que ça fonctionne, sinon ça ne serait pas aussi joli à l'intérieur. Là, ce qu'on vous propose, c'est de participer à un système qui n'est pas un jeu et qui est à somme positive. Pourquoi c'est à somme positive? Parce qu'il y a de la croissance. S'il n'y en a plus, et c'était tout le sujet des taux réels, c'est-à-dire que si on pense que les taux réels sont négatifs partout, ça veut dire qu'on ne sait plus créer de valeur. Alors ça, en fait, c'est grave pour la retraite, mais c'est beaucoup plus grave que ça. Parce que dans ce cas-là, on peut tout arrêter, en fait. Et pas seulement le système financier, c'est-à-dire qu'on ne sait plus créer de richesse. Donc c'est effectivement assez inquiétant.
Ça a duré un certain moment. Je suis assez d'accord pour dire que c'était normal que ça s'arrête. Est-ce qu'ils vont beaucoup remonter? Je ne sais pas, on pourrait en débattre pendant longtemps. Mais en tout cas, le point essentiel, c'est qu'on vous propose de participer à un système qui est à somme positive. Alors, comment on le fait? Je vais revenir sur cette histoire d'action versus obligation. Normalement, vous avez fait des études sérieuses dans cet établissement, et donc vous savez comment on calcule le prix d'une obligation et d'une action. On ne va pas faire une interrogation surprise, mais évidemment, c'est lié à une actualisation, enfin, l'espérance d'une somme, d'un flux de versement de cash flow, en anglais. Je suis désolé, je vais mélanger un peu les langues, mais c'est pas grave. Donc c'est une intégrale probabiliste. OK. Quelle est la très grosse différence? C'est que les cash flows pour une obligation sont en gros connus. Sur une action, c'est beaucoup moins le cas. Et du coup, ça crée quelque chose, parce que jusque-là, c'est finance 101 que vous avez fait en cours, tout va bien. Ça crée un caractère très différent dans l'investissement. Un gérant obligataire, ou une gérante, parce que heureusement, on arrive à diversifier un peu, c'est quelqu'un qui est pessimiste paranoïaque. Donc il s'inquiète de tout, parce que si vous regardez sa distribution rendement, il n'y a pas énormément de possibilités de faire un coup, dit autrement, il n'y a pas d'upside, donc c'est une distribution, d'abord évidemment pas gaussienne, mais ça je ne vous apprends rien, mais il n'y a pas grand-chose à droite, et puis il y a une queue distribution assez lointaine, qui est le défaut. Donc l'angoisse permanente d'un gérant obligataire, c'est d'avoir mis dans son portefeuille un titre qui en fait ne vaut rien. Le gérant action, ou la gérante action, c'est le contraire. C'est un optimiste un petit peu drogué, qui ne vous parle que de bonnes histoires. Donc c'est quelqu'un d'assez sympathique et enthousiasmant, et donc ça vous va très bien. C'est-à-dire que c'est pour ça que les jeunes doivent investir dans les actions, c'est parce que ce qu'on vous propose, c'est de participer à la hausse, à la croissance de l'économie. Et c'est ce qui se passe. Si vous regardez la distribution du rendement d'une action, il y a un upside très fort. Là où ça commence à devenir intéressant, et c'est ça qu'on fait dans les plans d'épargne, c'est le fait que ces deux distributions ne sont pas orthogonales au sens statistique, ce qui veut dire, si on regarde à l'ordre 1, qu'elles ont une corrélation négative. Alors pas tout le temps, sinon ce serait trop facile. Donc évidemment, quand on a ce qu'on appelle un choc d'offres négatif sur l'économie, les prix montent, il y a davantage d'inflation, les taux montent, les actions baissent. Ok, donc là, c'est pas de chance, vous avez une corrélation positive, vous perdez sur tout. Mais en règle générale, il y a une corrélation négative. Et ça marche pas mal. Et encore une fois, parce que les distributions ne sont pas gaussiennes, on ne peut pas simplifier la distribution et la construction de portefeuille à une unique métrique qui serait la corrélation, et donc c'est pas ce qu'on fait, parce qu'on est un tout petit peu plus mathématique que ça. Et donc on regarde les autres moments de la distribution, et c'est comme ça qu'on construit des portefeuilles. On construit des portefeuilles, alors là je vous le fais juste action-obligation, mais, et ça a été très bien dit, la diversification c'est d'aller chercher encore d'autres classes d'actifs qui ont d'autres comportements long terme en termes de distribution. Et quand on fait la somme de tout ça de façon un peu intelligente, on arrive à maximiser le couple rendement-risque. Ça a été très bien dit, il n'y a pas de free lunch, vous connaissez ça, hein, no pain, no gain. C'est très vrai. Donc, on ne peut pas envisager d'avoir un rendement supérieur au rendement de l'actif sans risque si on ne prend pas de risque. C'est évident, mais ça vaut le coup d'être dit. Pour autant, et c'est ça notre travail, au-delà de faire de la gestion active ou passive, notre travail, c'est d'optimiser votre couple rendement-risque. Et donc ce qu'on fait, et je pense que c'est très important ce qui a été dit, c'est qu'il y a un dialogue, et c'est pour ça que ça vaut le coup d'avoir un conseiller, il y a un dialogue sur qui vous êtes en tant qu'investisseur. Et c'est pas juste, est-ce que vous êtes dynamique, équilibré, prudent, vous avez 20 ans, 25 ans, 40 ans, 75 ans. Non, non. La personne que vous avez en face de vous va essayer de comprendre qui vous êtes. Et effectivement, si vous dites moi j'ai 25 ans et donc ma retraite c'est dans 75 ans, non, je plaisante, pardon, mauvaise blague. Donc dans 40 ans, horizon long, l'horizon long c'est malin effectivement de commencer par avoir beaucoup d'actifs dits risqués, c'est-à-dire des actifs de rendement, c'est de la dette émergente, c'est des actions. Et puis progressivement, plus on se rapproche, plus vous allez être dans une logique où effectivement, vous aurez accumulé du capital,
Mais il deviendra important de sécuriser le flux de cash flow, et donc de revenir sur l'obligataire. C'est ça qu'on optimise en fait, ce qu'on appelle le glide path ou le life cycle, donc le cycle d'investissement au cours de la vie. Et donc en étudiant le plus possible qui vous êtes, on arrive à faire ça. Et encore une fois, on peut se poser des questions, enfin, c'est pas juste quel âge vous avez. Si vous dites oui, mais peut-être à 35 ans, je vais vouloir faire ceci, cela, mais c'est quelque chose qu'on peut prendre en compte. Est-ce qu'on sera sûr de notre coût? Est-ce qu'on sait à chaque instant quel sera le rendement de votre portefeuille? Non, évidemment pas. Encore une fois, si vous voulez savoir quel est le rendement de votre portefeuille sans prendre aucun risque, aucune distribution, il faut investir à 100% dans l'actif sans risque. Là, pour le coup, vous avez un tout petit peu de chance. Parce qu'on aurait eu la même conversation il y a 5 ans, investir 100% en actif sans risque, c'est avoir un rendement négatif. Donc, comme ça a été très bien dit, ça veut dire qu'il faut épargner encore plus pour compenser le fait que le rendement de votre épargne est négatif. Ce qui n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était le contraire, c'était de forcer les gens à désépargner. Ça ne marche pas forcément bien. Là, vous vous retrouvez dans un nouveau monde qui sans doute va durer, en tout cas c'est ce que nous on pense, où le rendement de l'actif sans risque est positif. Et ensuite, par-dessus, vous avez effectivement la possibilité de prendre du risque et d'encaisser une prime de risque via les actions, mais il y a d'autres actifs. Et ensuite, voilà, encore une fois, notre travail, c'est en optimisant, alors si on le fait simple, les corrélations. Si on le fait compliqué, on fait une simulation de l'ensemble de la distribution de l'ensemble des actifs. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on optimise ce couple rendement-risque au cours de votre vie et en fonction de vos besoins. C'est ça que je voulais partager avec vous. Merci Laurent, n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin des supports qui sont juste ici pour illustrer vos propos. Non, c'est pas grave, on peut faire des maths sans support. Pas de souci, ça nous oblige à réfléchir, c'est parfait. Maintenant, on peut passer aux différents sous-jacents qui vont être possibles pour la construction d'un produit de capitalisation. Ivana, on a entendu parler d'ETF. Je sais que la salle est composée d'éminents financiers, excusez-moi, mais est-ce qu'on peut revenir rapidement sur ce principe ? Oui, tout à fait. Alors déjà, je voulais bien remercier Olivier Rousseau d'avoir fait l'apogée de l'ETF, parce que ce n'est pas toujours le cas. On travaille vraiment chez BlackRock, Amundi, je sais, à la même logique que nous, à démocratiser ces produits financiers qui ont encore besoin d'être mieux connus de la part des épargnants. Donc, Olivier, il a très bien dit, les ETF, c'est un acronyme pour expliquer le mot Exchange Traded Funds. Donc, en termes plus communs, on parle de trackers. Donc, ce sont des fonds indiciels cotés en bourse qui vont répliquer un indice de référence. Alors, le premier ETF a été créé dans les années 90 par une maison concurrente, State Street pour ne pas les citer, un ETF qui à la base décidé de répliquer l'indice du S&P 500 qui, comme vous le savez tous, se compose des 500 plus grosses sociétés cotées américaines. Donc, je vous le disais il y a un instant, ça va vraiment, l'ETF, combiner les avantages à la fois des fonds communs de placement, les OPCVM, et également les actions de par la facilité à laquelle on va avoir accès, puisque c'est coté en permanence sur les bourses. Donc, les ETF, nous, on considère qu'ils ont un certain nombre d'avantages par rapport à des produits, des fonds de commun de placement plus classiques. Le premier, c'est d'ailleurs un avantage qu'on va également retrouver dans les OPCVM, c'est la diversification. Comme vous le disiez très justement, si vous souhaitez boursicoter, historiquement, on avait tendance à aller acheter une action LVMH ou Total. Là, en un seul et unique investissement, vous allez avoir une exposition à un très grand nombre de titres, que ce soit d'ailleurs des actions, mais aujourd'hui vous avez des ETF sur les marchés obligataires. Vous allez pouvoir également vous exposer à un secteur en particulier, à une zone géographique. Même maintenant, il existe également des ETF factoriels. Donc voilà, un seul clic et une exposition diversifiée.
Le deuxième avantage, on en a beaucoup parlé, mais je pense que c'est quand même important de le rappeler, c'est l'attractivité en termes de prix. Et j'irais même, on parlait de quelques dizaines de points de base. Aujourd'hui, vous avez même des ETF qui commencent à 4-5 points de base de frais de gestion. Donc quand on voit qu'effectivement les OPCVM ont des frais de gestion beaucoup plus élevés, quand on commence justement à investir sur les marchés financiers, ça peut être intéressant de se positionner sur des produits attractifs en termes de tarification. Le troisième avantage, on en parle un peu moins, mais c'est vrai que quand vous allez investir sur un fonds commun de placement, vous n'allez pas forcément savoir tout de suite en temps réel quels sont les sous-jacents qui composent ce produit. Avec un ETF, vous savez en permanence de quoi est composé cet ETF. Donc le S&P 500, c'est assez facile, hein, mais vous allez avoir des ETF qui sont plus spécifiques sur des thématiques comme la sécurité digitale, comme les small cap européennes. Vous pouvez les regarder, tous les actifs qui composent cet ETF. Et enfin, le dernier point, et là je remercierai un peu les acteurs digitaux qui nous ont permis d'aller un cran plus loin, c'est l'accessibilité. Aujourd'hui, vous allez sur des sites comme Yomoni, comme Boursorama, vous allez pouvoir investir de manière très facile sur ces produits, peut-être beaucoup plus facilement que sur certains produits plus traditionnels. Donc les ETF, c'est un produit récent, je vous l'ai dit il y a quelques minutes, hein, créé dans les années 90, historiquement plutôt utilisé par une clientèle institutionnelle, hein, que ce soit pour les fonds propres des institutionnels, les fonds de pension notamment aux États-Unis. Mais puis maintenant une dizaine d'années, on voit un réel engouement de la part de la clientèle privée, hein. Si on regarde par exemple en France, nous, BlackRock, d'ailleurs je parle de BlackRock, mais en fait BlackRock c'est notre société de gestion, mais tous les ETF de la marque BlackRock se nomment des ETF iShares, donc voilà pour faire un petit distinguo. Donc BlackRock et iShares ont scellé un partenariat notamment avec Boursorama et on a observé d'ailleurs avec eux que sur les 2 dernières années, le nombre de clients privés ayant souscrit à un ETF en France donc, avait augmenté de près de 60%. Donc vraiment, on va dire le début d'une réelle démocratisation de l'investissement sur l'ETF. Et si on ressort un petit peu de la France et qu'on prend un peu plus de hauteur, aujourd'hui, le marché des ETF, c'est un marché qui est proche des 10 000 milliards de dollars et qui a d'ailleurs été multiplié par 5 sur les 10 dernières années. Alors c'est vrai qu'on peut entendre parfois des réticences par rapport justement à cette croissance assez phénoménale, cet essor lié sur les produits d'ETF. Ce marché est effectivement en plein boom, mais prenons un petit peu de hauteur et on va voir que finalement c'est un outil quand même qui ne représente même pas 7% des échanges sur les marchés mondiaux, hein. Donc il y a encore un petit peu de marge. Donc voilà un petit peu pour les caractéristiques des ETF au sens large. Effectivement, nous, BlackRock, iShares est le leader sur ces produits financiers, talonné par Amundi qui nous concurrence. On reste quand même sur un métier où on est finalement quand même beaucoup moins d'acteurs que sur de la gestion traditionnelle. Merci Ivana pour cet éclairage. Question pour Laurent, vous qui êtes plutôt sur un format multi-asset. Est-ce qu'on pourrait avoir par exemple un exemple de construction de portefeuille sur de l'equity taux plutôt? Oui, bien sûr. Je pense que ce que Ivana dit est très vrai, hein. C'est-à-dire que ce qu'on fait, il y a 2 aspects différents. Il y a la construction de portefeuille, donc ce qu'on appelle l'allocation d'actifs, et donc quelle brique on met. Et ensuite, il faut que vous choisissiez chaque brique. Et donc, c'est ce qu'on fait aussi. Et il nous est arrivé de travailler avec BlackRock sur certaines briques au sein de cette allocation. Parce que chaque brique est assez pure et donne une exposition. Donc voilà, une exposition au S&P 500, vous êtes sur les grosses capitalisations américaines. Donc ça vous donne une brique. Et ensuite, nous, ce qu'on construit, c'est une allocation pour avoir ces différentes briques. Et dans le lot, il existe, et donc chez AXA-IM, on a lancé ça aussi, des ETF actifs. Alors, ça peut sembler un peu curieux, c'est presque une contradiction dans les termes, mais ce qu'on garde, c'est donc ce qu'on appelle le wrapper, donc
l'enveloppe, en gros, l'instrument. Et ce qui reste et qui a été très bien décrit, c'est au final, il y a un indice. Après, l'indice, il n'est pas forcément les 500 plus grosses capitalisations américaines, on peut faire ce qu'on veut. Le point, c'est de se dire, voilà, on va avoir quelque chose de liquide, effectivement de transparent en permanence, on peut voir la composition, on peut le traiter très rapidement, mais on n'est pas obligé de suivre un indice. C'est possible. Et là-dessus, je dirais qu'il y a deux questions qu'il faut que vous posiez. C'est effectivement, et je pense que c'est très important, l'aspect concurrentiel et frais, parce que voilà, il n'y a pas, il faut faire jouer la concurrence dans tous les sujets. Et puis il y a l'aspect actif versus passif. Et c'est pas du tout la même question en fait. Ce qui est important, si vous choisissez un fonds actif, c'est de vérifier que l'offre vous apporte quelque chose. Et ce que je veux dire par là, c'est que la performance supplémentaire qui est apportée par cette activité, donc le fait qu'en gros, on ne maintient pas les titres, on les fait tourner, il y en a qui sortent, il y en a qui rentrent, on change les pondérations. Donc du coup, ça crée ce qu'on appelle de la tracking error, c'est-à-dire qu'on ne suit pas l'indice. Mais il faut quand même qu'en moyenne, ça soit pour de bonnes raisons. C'est-à-dire qu'on fasse de l'alpha, c'est-à-dire que la performance de la stratégie, qui ne suit pas l'indice, fasse mieux que la performance de l'indice. Et c'est même pire que ça, parce que si c'était que ça, en fait, c'est pas excessivement difficile. Ce qui est difficile, c'est d'arriver à battre les frais de gestion supplémentaires, évidemment. Sinon, ça veut dire que ce qu'on vous donne comme alpha, on vous le reprend dans les frais de gestion, voire potentiellement plus. Donc il faut être assez affûté, et c'est ce que cette université vous a permis de préparer. C'est-à-dire que c'est pas vrai dans toutes les classes d'actifs. Il y a des classes d'actifs, et je pense que le S&P 500 c'est un très bon exemple. Il y a une littérature académique assez ample qui montre que c'est pas facile de battre le S&P 500 de façon régulière. Il y a d'autres classes d'actifs, et l'obligataire est quand même assez haut dans la pile, où on montre, et c'est des maisons d'ETF passives, notamment l'Ixor qui a été racheté par nos confrères d'Amundi, qui le démontrent très bien, que c'est possible de faire de l'alpha de façon assez régulière et systématique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, ils ont une étude annuelle qui est assez intéressante à lire sur quelles sont les classes d'actifs où ça fait du sens d'envisager de dégager de la performance par de la gestion active. Et donc ne soyez pas naïfs, c'est pas quelqu'un qui vous dit je ferai de la performance, c'est pas une promesse contractuelle en fait de faire de la performance. Il essaiera de vous démontrer comment, et donc on peut vous démontrer ça très bien, mais c'est pas une promesse contractuelle. Je reviens sur l'aspect allocation d'actifs. Ce qu'on fait, donc j'ai expliqué ce qu'on faisait au cours du cycle de vie, c'est évidemment aussi vrai de façon ponctuelle. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de clients, que ce soit des institutionnels ou des particuliers, qui rentrent pour une période pas forcément très longue, 3 ans, 5 ans, et qui donc, on peut définir de façon fixe une allocation d'actifs, et là on peut aller chercher dans des classes d'actifs très diversifiées, y compris illiquides, et se servir des classes d'actifs liquides pour garantir que l'ensemble du produit reste très liquide, et viser au maximum cette histoire de décorrélation qui, encore une fois, n'est pas juste... La corrélation, c'est juste une mesure synthétique des co-mouvements à l'ordre 1, mais évidemment, ce qu'on vise, c'est au-delà de ça. C'est de voir dans des mouvements extrêmes, donc, par exemple, une très grande banque suisse qui ne va pas très bien, à ce moment-là, toutes les classes d'actifs ne bougent pas de la même façon, et par exemple, le fait d'avoir mis de l'or physique dans votre allocation d'actifs, c'est pas idiot. C'est pas idiot parce qu'il se passe ce qu'on pouvait attendre, qui est qu'effectivement ça se renchérit très fort et ça permet d'offrir un coussin à ce que vous aviez mis du côté action. Parce qu'à ce moment-là, et encore une fois, c'est de la simulation, donc on regarde ce qui s'est passé par le passé, et puis on fait un truc un tout petit peu plus malin qui est de faire du bootstrap, donc en gros on essaye de créer des historiques qui n'ont pas eu lieu, mais qui auraient pu se produire. Et ça permet en gros d'éviter le biais de surapprentissage, qui est très important pour votre génération, pas parce que vous avez passé trop de temps à Dauphine, mais parce que vous êtes une génération qui va grandir dans les algorithmes et l'intelligence artificielle. Moi, quand j'étais étudiant, la vie était beaucoup plus simple. On faisait de l'économétrie. L'économétrie, c'est quasiment du mouvement d'ordre 1, donc on parle de matrice de variance-covariance, et une fois qu'elle est inversible,
ça se passe pas mal. Alors que là, on a rajouté des choses plus savantes, qui marchent mieux en vrai. Donc là, je parle du machine learning, mais qui rendent la compréhension de ce que c'est que le surapprentissage un tout petit peu plus compliqué. Je la fais en mode simple. Quand vous faites de l'économétrie, quand moi j'avais 25 ans, en fait, il y a des façons assez simples de montrer que votre modèle est surspécifié. C'est-à-dire qu'il a appris beaucoup trop du passé et qu'il est très fort, ce qui est un grand classique des économistes, pour vous expliquer le passé. Malheureusement, vous n'allez pas vivre dans le passé. Enfin, peut-être que c'est heureux d'ailleurs. Enfin, je ne suis pas sûr que le passé ait été beaucoup plus heureux qu'aujourd'hui. Mais ce risque-là, il était assez facile à identifier dans une analyse de matrice de variance-covariance. Avec l'avènement du machine learning et de l'intelligence artificielle, ce genre de test est beaucoup plus difficile à faire. Donc là encore, c'est ce genre de thèmes sur lesquels on travaille, c'est comment on s'assure quand on construit une allocation d'actifs avec des méthodes qui sont un peu plus fines que juste de faire un Markowitz, c'est-à-dire des maths du début du siècle précédent, comment on s'assure qu'on n'est pas en train de faire du surapprentissage. Ça, c'est beaucoup de travail, c'est un sujet qui est important. Encore une fois, c'est important pour l'allocation d'actifs, mais en fait, c'est vrai pour tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va mettre des algorithmes partout, et c'est déjà le cas, le risque que vous avez, c'est que ces algorithmes soient très forts pour vous expliquer ce qui s'est déjà passé. C'est pas grave, hein, parce que effectivement, ce qui s'est passé est probablement ce qui continuera à se passer. Sauf quand ça marche pas. Voilà, donc on passe beaucoup de temps dans ces créations d'allocations d'actifs à faire de ce qu'on appelle des modèles de simulation qui insistent beaucoup en termes de recherche et développement sur ce biais de surapprentissage. 2, on diversifie les classes d'actifs pour aller au-delà de ce moment d'ordre 1 qui est la corrélation. Et 3, et je voulais terminer là-dessus parce que d'abord c'est le grand retour de ces produits et intellectuellement c'est intéressant. Même si la vie ne se résume pas à faire des mathématiques financières, c'est le grand retour des produits garantis. Alors qu'est-ce que c'est un produit garanti? Si je vous dis que c'est rajouter des dérivés dans une allocation d'actifs, normalement le réflexe c'est d'avoir des boutons qui commencent à apparaître sur le visage parce que ça inquiète. Voilà, c'est inquiétant comme instrument. Ce qui est normal parce que si on ne comprend pas ce qu'on fait, c'est effectivement très inquiétant. Une fois qu'on s'est dit que c'était juste une assurance, et surtout quand on vient de chez AXA, une assurance, c'est pas forcément angoissant. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que ce que fait une police d'assurance, donc, enfin, je pense que vous avez eu ça en cours aussi, ce que c'est qu'un call et un put. Un call, c'est quoi? C'est une option d'achat, donc c'est la proposition de dépenser ce qu'on appelle de la prime. Donc vous dépensez un budget fixe et vous partagez à la hausse, et vous participez, pardon, à la hausse du marché. S'il n'y a pas de hausse du marché, vous avez dépensé votre prime, c'est tout. Alors que si vous avez investi dans le marché, c'est symétrique. C'est-à-dire que vous êtes investi dans le marché, donc si le marché baisse, ben, ce que vous avez investi baisse. On peut faire évidemment le contraire. On peut investir dans le marché et dépenser de la prime pour acheter de la protection, donc un put, pour éviter qu'en cas de très forte baisse du marché, on soit affecté. Ça, c'est pas simple parce que, en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est, ce que c'est qu'une option, c'est quelque part une espérance face à une distribution d'événements possibles. C'est une analyse de scénario, si vous voulez. Donc, pour regarder ce que c'est qu'une option, ce qu'on fait traditionnellement, c'est qu'on regarde plein de scénarios. Vous me voyez venir, en fait, on fait de la simulation. Donc, on recommence, on fait de l'historique, avec encore cette histoire de l'attention au surapprentissage. Donc, on tire plein d'histoires, plein de possibilités, plein de chemins, et on regarde ce que l'option aurait fait dans tous ces chemins. Et là, ce que je vous dis, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ces simulations pour une allocation d'actifs, donc on tire plein de chemins, et dans ces chemins, on rajoute des options, par exemple pour participer à la hausse avec un budget fixe, ou au contraire pour vous protéger d'une forte baisse. Et à chaque fois qu'on met cette option, on fait de la simulation pour regarder des scénarios. Donc on fait de la simulation de simulation. Voilà pourquoi c'est rigolo, en fait, comme job. C'est qu'à la fin, vous pouvez faire, et c'est ça qu'on construit, c'est pour ça que les produits qu'on construit aujourd'hui sont plus malins que ce qu'on faisait peut-être il y a plusieurs décennies où on faisait quelque chose d'assez fixe et rigide. C'est qu'on construit un produit qui se finance avec une partie de l'allocation, et notamment une partie de l'allocation obligataire
qui, vous vous souvenez, hein, c'est celui du paranoïaque, donc il y a un revenu qui est relativement prédictible. On se sert de ce budget pour financer des produits, donc qui coûtent, hein, forcément, il y a un budget à dépenser et qu'on doit calibrer pour vous faire participer à la hausse du marché s'il y en a, et vous ne participez pas à la baisse. Encore une fois, hein, je ne vous dis pas qu'acheter des options, ça permet de participer à la hausse et pas à la baisse. Ça n'aurait pas de sens. Il y a forcément un prix. C'est le concept d'une assurance. Quand vous achetez une assurance, le mieux qui puisse vous arriver, c'est de n'avoir jamais besoin de cette assurance. Évidemment, hein, si vous achetez une assurance sur votre maison, l'objectif, c'est pas qu'elle brûle et que vous touchiez la police d'assurance. Mais là, c'est pareil. Avec l'idée d'acheter un put, c'est de vous protéger contre un risque dont on espère évidemment qu'il ne se matérialisera pas. Mais ça permet de déplacer votre couple rendement-risque. Et à l'inverse, quelque part, acheter un call, c'est vendre une police d'assurance, c'est quasiment la même chose. Mais en tout cas, c'est s'exposer à un risque haussier. Alors, risque haussier, ça peut paraître curieux, mais c'est s'exposer à la hausse sans s'exposer à la baisse en échange d'une dépense d'un budget fixe de rendement. Voilà ce qu'on fait. Très bien, merci beaucoup Laurent pour cette explication. Il est désormais temps, 21h passées, de conclure cette conférence par l'accompagnement pour les jeunes. Je laisse Ivana et Charlotte répondre conjointement à cette question. Merci Tanguy. Alors ce que j'aime bien, c'est que Laurent est plein d'enthousiasme, il trouve son métier rigolo, on sent qu'il aime. Ben, moi j'adore le mien aussi. Alors le mien il est très différent parce que moi je suis une commerciale. Donc vraiment mon objectif c'est d'attirer des investisseurs, de vous donner envie d'investir. Et effectivement, pour nous, vous êtes l'avenir. Hein. C'est grâce à vous aussi qu'on continuera de faire notre métier. Et il y a un certain nombre de pistes, effectivement, qu'on a identifiées pour sensibiliser les jeunes à l'investissement. Alors, je dirais la première piste, c'est déjà de créer, de gérer des produits qui vous interpellent, qui répondent à vos besoins, qui répondent à vos convictions, à vos envies. Alors on sait, hein, alors il n'y a pas que les jeunes, mais on sent quand même que les questions de durabilité, la sensibilité que vous avez vis-à-vis des problèmes ESG sont extrêmement importants dans vos décisions. Donc aujourd'hui, hein, la plupart des gérants d'actifs, au-delà de leurs convictions personnelles et fortes, ont aussi créé des produits avec des critères ESG forts et qui répondent au sujet de durabilité. Mais il y a même des produits qui vont sur des thèmes qui sont encore plus loin, comme l'égalité des chances, la transformation démographique. On a aussi également des produits qui peuvent être un peu fun. Je pense notamment chez iShare, on a un ETF qui suit les entreprises qui sont liées à la thématique des jeux vidéo, également la thématique des médias, des réseaux sociaux ou bien encore les blockchains. Donc voilà. Encore une fois, je pense que ça risque probablement d'être des sujets qui vous parlent et qui répondent à vos envies et vos besoins. Je dirais la deuxième manière aussi de vous donner envie d'investir, c'est de faciliter la manière d'investir. Et là encore une fois, l'arrivée des acteurs digitaux vous aide, hein, avec toutes ces néo-brokers, ces fintechs qui se développe sur l'écosystème et le paysage de l'investissement français. On est un petit peu en retard par rapport à nos homologues européens. On a notamment en Allemagne observé l'essor d'un concept assez innovant qui est le Savings Plans, qui est un véritable succès en Allemagne et dans une moindre mesure dans les pays anglo-saxons. C'est le versement libre programmé. Et ça, c'est quelque chose qu'on est vraiment en train d'essayer de mettre en place aussi en France. C'est l'idée d'investir une petite somme régulièrement, tous les mois, tous les trimestres, tous les années. C'est une facilité d'utilisation. Vous décidez d'investir vos 50, vos 100 euros par mois et après, ça va se placer sur un ETF ou un produit financier de votre choix et vous n'avez plus à y consacrer du temps et des réflexions. Et je vous parlais de cet engouement qu'on a observé en Allemagne. Aujourd'hui, c'est plus de 6 millions d'investissements
par mois, donc de clics sur ces fameux savings plans, avec en moyenne un ticket de près de 170 €. Je vous laisse faire le calcul, mais ça ferait près de plus d'1 milliard d'euros qui sont investis via ces fameux savings plans en Allemagne tous les mois. Donc voilà, une facilité d'utilisation, une manière d'investir plus simple nous semble être primordiale pour vous attirer. Et je dirais la dernière initiative qu'on a notamment faite chez BlackRock, on en a un petit peu parlé, mais finalement pas assez, c'est la pédagogie, l'éducation. On sait quand même qu'en France, on est finalement peu éduqué financièrement, et que souvent d'ailleurs pour les jeunes, l'investissement financier est considéré comme un sujet plutôt ennuyeux. Et donc, en fait, nous, chez BlackRock, on a créé un partenariat, alors c'est parti des États-Unis, on espère le répliquer en France, avec des jeunes joueurs de basket de la NBA. Et on les accompagne aujourd'hui dans leur planification financière. Ce sont les iShares Future Ballers. On a identifié un certain nombre de sportifs qui étaient très connus pour avoir justement des réseaux sociaux, enfin des followers très nombreux sur les différents réseaux sociaux, donc qui sont aujourd'hui coachés par un un financier influenceur, qui va justement les coacher dans une planification financière long terme. Et l'idée, c'est qu'ils retranscrivent justement ce travail avec le influenceur sur TikTok. Les autres médias, là, je les ai plus en tête, mais Instagram et Twitter. Et justement, voilà, comme vous avez tendance à plus regarder ce type de médias que peut-être BFM TV, vous allez vous sentir plus concerné par ces modes de communication qui ont comme objectif, je dirais, pour conclure, de vous aider à ne pas investir de manière impulsive, mais plutôt de regarder encore une fois l'investissement long terme. Merci Ivana. Peut-être Charlotte, mot à ajouter? On est assez alignés, nous en tout cas chez Yomoni, on va beaucoup axer sur la pédagogie, sur le fait que vous soyez éclairé au moment de votre investissement. C'est quand même hyper important. Nous, on travaille exclusivement avec le mandat de gestion. Mais pour autant, ça n'empêche pas de regarder ce qu'on est en train de faire. C'est quand même, je pense, primordial. Il faut quand même être un minimum autodidacte et vous intéresser à ce que vous êtes en train de faire. Malheureusement, le métier de l'investissement, le conseil en investissement est un métier qui tend à être réglementé. Alors, à tort ou à raison, si on compare à d'autres modèles qui étaient cités précédemment, mais qui peut... un conseiller financier n'est pas forcément extrêmement réglementé et peut toucher à tout. C'est-à-dire qu'il peut vous faire lever de la dette, il peut vous faire lever des sommes importantes. Et parfois, moi, il m'est arrivé de rencontrer des clients dans des situations un peu catastrophiques parce qu'ils avaient écouté un peu aveuglément différents conseils. Donc, formez-vous, soyez curieux. Je pense que c'est très important. Prenez du recul sur tout ce qui est marketing. Alors, le marketing, c'est facile de tomber dedans, c'est très agréable, il y a plein de trucs super qui se font, mais prenez toujours un petit peu de hauteur et gardez votre esprit critique. Nous, pour attirer les plus jeunes, on s'intéresse aussi à des clients bien plus jeunes que vous, puisque en fait aujourd'hui on peut ouvrir des assurances-vie pour les enfants, et ça rejoint un petit peu ce qu'expliquait Laurent sur la désensibilisation des classes d'actifs. En fait, plus vous êtes jeune, plus vous pouvez vous exposer au marché action, parce que normalement, avec le temps, vous avez le temps, même si le marché s'écroule, vous allez avoir le temps de rebondir et de régénérer de la performance. Et donc, nous, il n'est pas rare qu'on ouvre des assurances-vie sur des enfants qui ont quelques jours, parfois quelques semaines. Ça marche assez bien. Et c'est d'ailleurs en termes de conseils, plutôt que de transmettre des sommes d'argent, c'est aussi une manière, quand vous transmettez un placement, plutôt qu'une somme d'argent, il y a déjà moins de risques que l'argent soit dilapidé. Et en plus, vous transmettez un univers. Vous transmettez l'univers de l'investissement. Quand vous recevez 50 000 €, ou si vous recevez une assurance vie investie 50 000 €, vous n'allez pas avoir accès au capital de la même manière. Vous allez être obligé de vous intéresser à l'assurance vie, voir comment ça fonctionne. C'est peut-être le cas de certains d'entre vous. Donc, nous, on a aussi mis des outils en place pour sensibiliser les parents, avec du versement libre, programmé, bien évidemment. L'idée, c'est pas, tout le monde n'a pas 50 000 € à donner à son enfant aujourd'hui, mais en mettant 50 € petit à petit tous les mois. Donc, il y a plusieurs solutions qui existent, mais vraiment, gardez à l'esprit, soyez curieux, soyez critiques. Et puis, normalement, avec les études que vous avez faites, pour vous, en tout cas, ça devrait plutôt bien se passer. Bien, merci beaucoup sur ces belles paroles. Il est désormais temps de conclure. Nous sommes à 2 heures de conférence riche et passionnante, je l'espère, pour vous.
Peut-être Zineb, la conclusion de cette conférence? Non, pas de conclusion. Pas de conclusion. Non, mais nous avons tous... Merci à tous d'avoir suivi cette conférence organisée par notre master. Merci aux intervenants qui nous ont apporté un contenu riche et très varié. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée et rentrez bien avec ces grèves parisiennes. Merci. Merci beaucoup.